L'intervenant du jour, c'est Bernard Angeville. Alors, il est le deuxième et dernier d'une fratrie de deux, fils et frère de pasteur. Il est marié à Aurélie, un professeur d'anglais. Et alors, après des études de médecine en Guadeloupe et à Paris, il est actuellement médecin et enseignant-chercheur dans l'Essonne et à l'Université Paris-Saclay. Il est psychiatre addictologue, conférencier, prédicateur, responsable de l'EDS de l'église de Bagnolet et il est pianiste aussi et musicien à ses heures perdues. Donc voilà, nous te laissons la parole. Merci beaucoup, bonjour à tous. Merci de cette introduction, Emmanuel. Merci de m'accueillir sur ce Zoom. On aurait bien préféré être avec vous dans le sud, dans la douceur de Montpellier, une ville que je n'ai pas encore découvert. Donc, à l'occasion, ce sera un plaisir de pouvoir vous rencontrer en chair et en os. Mais c'est vraiment un plaisir de pouvoir se réunir, d'utiliser les moyens technologiques à notre disposition, pouvoir échanger, pour pouvoir un peu également partager des moments d'information, comme ces moments qui ont été mis en place par le département famille, que je remercie d'ailleurs de m'avoir invité, d'avoir mis en place cette session pour que nous puissions parler un peu d'addiction. C'est vrai qu'alors que mon activité personnelle, alors je vais mettre en grand écran, normalement tout le monde voit ma présentation. Donc, mon activité au quotidien, donc je suis médecin-chercheur dans l'Essonne, donc dans le département de l'Essonne, le 91 au sud de Paris. Mon activité quotidienne se déploie sur trois aspects, à la fois les enseignements à la faculté de médecine du Kremlin-Bicêtre de Paris-Saclay, aussi les activités de recherche sur l'hôpital Paul Brousse, où on travaille énormément sur différents types d'approches, trouver de nouveaux médicaments, comprendre un peu mieux les phénomènes de santé qui nous entourent, et également en activité de soins, où je suis responsable médical d'une unité d'hospitalisation en addictologie, même si je garde un gros pied encore dans la psychiatrie, mais mon activité clinique se déploie dans l'addictologie. Donc voilà un peu comment mon activité se répartit au quotidien. Qui est des fois un petit peu déséquilibré en fonction des périodes. Des fois, on a un petit peu plus d'enseignement, un petit peu plus de cours à faire à la fac, et des fois plus de consultation et de gestion du service hospitalier. Donc voilà, un peu, c'était pour introduire mon domaine de compétences et un peu plus me présenter sur mon activité clinique. Merci Bernard pour ta présentation. Donc alors, pour introduire, on entend beaucoup parler de dépendance, d'addiction, et on utilise même souvent ces mots de façon assez banale, comme par exemple, je suis accro au sucre, je suis accro au chocolat. Donc, qu'en est-il vraiment? Et est-ce que tu peux nous donner une définition claire de ce qu'est une addiction? C'est vrai, et merci de cette question, parce que souvent, on a l'impression un peu que, on entend souvent à la télé, la question des addictions, est-ce qu'on est addict, est-ce qu'on est accro, est-ce que, voilà, et c'est des mots qui sont utilisés depuis bien longtemps, qui ont souvent pris des termes qui vont de la toxicomanie. On parlait avant de toxicomanie parce qu'on ne comprenait pas trop le phénomène, on pensait que c'était quelque chose qui était l'ordre du vice, de l'ordre de la volonté. Et au fur et à mesure, c'est vrai que les sujets qui souffraient d'addiction, qui souffraient vraiment de ce qu'on appelle un trouble de l'usage, au final, on les appelait, vous voyez les noms, c'était les junkies. On appelait ça avant des junkies, les camés, les tox, les drogués, les alcoolos, les addicts. Vous voyez, c'est quelque chose qui est assez péjoratif quand on regarde un peu. Les crackheads, voilà, je vous en passe. Parce que souvent, la société a du mal à comprendre un peu ce qu'on appelle addiction, qu'est-ce qu'on considère être addiction. Et à ce moment-là, on a vu énormément de mots apparaître. Et on réalise que au fur et à mesure de l'histoire de l'humanité, l'histoire de notre société également, ces concepts ont évolué dans le temps. On était parti initialement de modèles assez moraux, comme des fois on peut le lire dans les premiers textes anciens, grecs, un peu qu'on retrouve à notre portée. On réalise souvent qu'il y avait une notion de moralité derrière, de volonté. Et au fur et à mesure, on a fait évoluer les choses. On s'est posé des questions parce qu'on s'est dit, mais c'est bizarre. Ce n'est pas qu'une question de moralité, parce que les sujets qui semblent souffrir de ce… Alors, ce n'était pas encore un trouble à l'époque, mais de ce phénomène, on réalise qu'ils ont les mêmes symptômes.
Et c'est là qu'on a vu évoluer les choses, hein, au fur et à mesure. On est arrivé à quelque chose de plus intégratif. Donc, les symptômes. Après, on est arrivé dans les années un petit peu, les années 60, à une question pharmacologique. Ça veut dire qu'on s'est dit, il y a un problème au niveau du cerveau de ces personnes. On réalise que leur comportement se répète, que ce qu'on peut observer in fine, quand on regarde un peu les phénomènes, on réalise que le cerveau est atteint chez ces patients, chez ces individus, avant qu'on parle de patients. Et au fur et à mesure de ce modèle symptomatologique, pharmacologique, on est arrivé à quelque chose où on a parlé de maladie. Hein, c'est souvent avec des modèles de Goodman dans les années 1969 plus précisément, on a vu évoluer ces concepts pour arriver à une maladie. Une addiction, c'est quoi? C'est une maladie. La maladie du choix, la maladie de la volonté. Et au fur et à mesure, on a vu évoluer les choses. La conception du modèle social est arrivée. On s'est rendu compte que c'est des sujets qui ont un vécu particulier par rapport à une substance, qui, lorsqu'ils y pensent, ils ont envie de consommer, qu'ils ont du mal à maîtriser leurs pulsions. Et tout ça est arrivé au fur et à mesure pour aujourd'hui arriver, hein, dans ce qu'on appelle un modèle biopsychosocial. C'est quoi l'addiction? C'est à la fois la souffrance neurobiologique, la souffrance du cerveau, mais c'est aussi la souffrance de l'entourage, d'accord? Et également la souffrance de la société. C'est vraiment au fur et à mesure, les chercheurs ont progressé dans la compréhension de cette maladie. Donc l'addiction, c'est une définition à dire. L'addiction est une maladie où l'individu n'arrive plus à maîtriser. Souvent, je dis que c'est la pathologie du choix, parce que l'individu n'arrive pas à dire non. Il n'arrive pas à pouvoir bloquer, inhiber ce comportement qui, au final, lui fait du mal. Donc, c'est pour ça qu'on se dit, attention, est-ce que si on consomme un peu d'une substance, est-ce qu'on est addict? Non, on en parlera tout à l'heure, mais on réalise que l'addiction, avant tout, c'est une question de maladie, c'est une question de choix. Alors, comme je disais, au départ, tout usage de drogue n'est pas forcément une addiction. Hein, comme je vous disais, parler d'addiction, c'est quoi? C'est la compulsion. J'ai envie maintenant, tout de suite. C'est ça l'addiction, d'accord? C'est cette impulsion, cette difficulté à maîtriser, une forme d'impulsivité qui arrive chez l'individu et qui lui donne envie de consommer tout de suite et maintenant. Et au final, l'individu qui souffre de cette maladie perd le contrôle. Il dit quoi? Je n'arrive pas à arrêter. Je consomme ce comportement, je consomme cette substance, je pratique ces choses, je n'arrive pas à m'arrêter. Et aussi viennent arriver justement des fausses croyances qui vont se mettre en place dans ces phénomènes d'addiction et se disent, en fait, quand je consomme, je vais mieux. Une forme de fausse croyance comme ça qui flotte dans l'air. Et même l'individu qui se dit, quand il est addict, j'ai besoin de consommer pour aller mieux, pour aller bien, et j'en ai besoin pour travailler. Consommer m'est indispensable pour travailler. Donc, on voit vraiment que ce n'est pas simplement une consommation de substances. Prendre une fois de l'alcool, prendre une fois du cannabis, ce n'est pas être addict. L'addiction, c'est quand on n'arrive plus à s'arrêter, on n'arrive plus à diminuer. Et on pense que sans la substance, on ne peut rien faire. Et c'est ça, s'il faut définir l'addiction, c'est ces trois aspects, l'impulsivité, la compulsion, cette perte de contrôle que l'individu a, mais également cette croyance, ces fausses croyances que sans la substance, on ne peut rien faire. Merci beaucoup. Alors du coup, l'addiction est une maladie. Dans ce cas, comment est-ce qu'elle est diagnostiquée? Merci. C'est en effet, si on parle maladie, on parle diagnostic. Un diagnostic, c'est un terme qui est posé par un professionnel de santé, en l'occurrence un médecin qui est formé, et qu'il va aller rechercher des critères un petit peu plus poussés que simplement les trois aspects que j'ai évoqués avec vous sur la définition de l'addiction. Parce que souvent, vous avez vu que la société a tendance à banaliser un petit peu tout en disant qu'on peut être addict à tout, etc. Mais il y a des critères qui sont utilisés pour justement définir les choses. Alors, comme je le disais, l'impossibilité de résister aux impulsions, de consommer, la sensation de tension qui précède le début du comportement, ça veut dire que l'individu a une forte envie de consommer, c'est ce qu'on appelle le craving, ce n'est pas forcément des termes à retenir, mais gardez en tête que l'envie, on a envie de consommer, c'est toujours une forme de tension
que l'individu ressent avant de consommer. La notion de plaisir et de soulagement pendant la consommation. On en parlera tout à l'heure. Pour qu'il y ait addiction, il faut qu'il y ait une notion de plaisir initial. Et la sensation de perte de contrôle. Donc, tous ces aspects-là sont des aspects qui définissent l'addiction et qui vont nous permettre après de pouvoir classer ces patients et de poser les diagnostics. Alors, comment on va justement, en fonction de ces symptômes que je vous ai présentés, qu'est-ce qu'on va aller chercher chez l'individu qui semble avoir un comportement qui nous laisse penser qu'une addiction? D'accord? Mais il faut le prouver. Pour qu'on puisse parler d'addiction, il faut remplir un certain nombre de critères. Il ne faut pas tous les remplir, mais il faut au moins en avoir 5 parmi la liste que je vais vous présenter ici. Donc, pour poser le diagnostic d'une addiction, on va regarder quoi? On va regarder, est-ce que l'individu est souvent préoccupé au sujet de sa consommation? C'est-à-dire qu'il va se dire, mais est-ce que j'ai assez d'alcool pour consommer quand je rentre à la maison? Est-ce qu'il me faut anticiper? J'y pense, je suis au travail, mais j'y pense, j'ai hâte de rentrer pour pouvoir consommer. Ça, c'est une préoccupation. L'intensité aussi et la durée des épisodes. C'est-à-dire que si initialement, j'avais décidé que, bon, allez, je vais consommer juste 30 minutes, je passe dans le bar ce soir, je vais passer juste prendre un petit verre, et là, il s'avère qu'on passe la soirée, on passe 3 heures, 4 heures à consommer, alors qu'initialement, on avait prévu 30 minutes. Donc, l'intensité et la durée des épisodes sont plus importants que prévu. C'est souvent des individus aussi qui ont tenté de réduire et qui ont malheureusement échoué. Ça, c'est un critère. Si on a déjà essayé d'arrêter de consommer ou de réduire sa consommation, si on n'y arrive pas, c'est un critère d'addiction. Ça veut dire qu'on n'a tellement pas le contrôle qu'on n'arrive pas à arrêter la consommation. Même chose, le temps important consacré à la consommation, c'est ce que je vous disais. Les sacrifices des activités, souvent, l'addiction prend la place d'autres choses, la place du loisir, la place de la relation familiale, la place qu'on a aussi au travail au quotidien. Hein, ça, c'est des événements, des choses qu'on peut retrouver. Et également, l'individu qui perpétue son comportement malgré les conséquences. C'est-à-dire que le sujet qui va consommer et qui ne pourra pas s'arrêter malgré le fait qu'il ait déjà été hospitalisé pour ça, malgré le fait que son conjoint l'a quitté, malgré le fait qu'il ait perdu son travail, il n'arrive pas à arrêter, c'est un critère d'addiction. Et un des derniers points aussi également d'addiction, c'est le fait que l'individu augmente les doses. Hein, initialement, il dit, avant, je consommais 1 verre, 2 verres, et maintenant, j'en suis à 10. Et souvent, quand on pose la question, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'effet que vous aviez lors de la première consommation a disparu? Et oui, souvent, l'individu, le sujet qui en souffre d'addiction, dit, ben ouais, en fait, j'ai l'impression que je consomme, mais que je ne ressens plus rien. Je le fais par habitude parce que j'ai l'impression d'en avoir besoin, mais j'ai perdu le plaisir initial. Donc, ce sont ces critères-là qui nous permettent de poser le diagnostic. Une fois qu'on a fait ce listing et le sujet a rempli les critères, à ce moment-là, on peut se dire qu'en effet, le sujet est un patient, le sujet est malade, le sujet souffre d'addiction. Du coup, qu'est-ce qui fait qu'on devient addict? Parce que quand on voit le monde dans lequel on vit, est-ce que ce n'est pas légitime de se demander est-ce que la société n'est pas pour quelque chose? Ouais, exactement. Alors, on voit des phénomènes qui explosent un peu au fur et à mesure du temps, hein, et chaque génération se pose cette question. Quels sont les éléments, qu'est-ce qui fait qu'un individu lambda va à ce moment-là expérimenter cette maladie? Comme je vous disais en préambule, l'addiction, c'est ce qu'on considère être ce qu'on appelle un modèle biologique, donc la biologie, le psychisme, ok, et la société biopsychosociale. Donc, on va dire que l'addiction, et c'est les gens qui tombent dans cette maladie, c'est l'alignement des planètes, mais dans le mauvais sens. Ça veut dire quoi? C'est la mauvaise rencontre au mauvais moment, avec la mauvaise personne ou avec le mauvais produit. Hein, c'est la faute à pas de chance. C'est l'individu qui aura une vulnérabilité biologique, parce qu'on sait qu'il existe des vulnérabilités, des personnes qui ont des gènes qui sont porteurs d'une forme de vulnérabilité à l'utilisation de toxiques. Donc, c'est cette personne-là
qui va rencontrer un produit, et on sait que les produits sont souvent, ont un pouvoir addictogène intrinsèque. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y a des substances qui donnent tellement de plaisir que n'importe quelle personne aura envie d'en reconsommer parce que c'est bon. C'est comme un bon plat. Moi, je sais, vous pouvez me refaire 10 000 fois des lasagnes végétariennes que ma mère m'a fait depuis que je suis petit. Je m'en lasse pas. Donc, peut-être que je peux développer une addiction si j'avais le gène aux lasagnes. Je ne sais pas. Mais c'est pour vous dire que la notion de plaisir et de répétition du plaisir, c'est intrinsèquement lié à certaines substances. Donc, des fois, le message à dire, c'est pas dire que, attention, oui, la substance, ça fait du mal. Ouais, souvent, ils vont dire, mais non, mais j'ai testé une fois, ça me donne du plaisir. Il faut pouvoir avoir un message qui soit clair, qui se dit que, attention, nous ne sommes pas tous sur le même pied d'égalité pour développer une addiction. Donc, c'est l'individu qui a cette vulnérabilité. Le produit qui en lui-même est attirant parce qu'il emmène une forme de plaisir, une forme de détachement, d'euphorie, mais également un contexte social. Et c'est là où le contexte social va être important, le milieu de vie aussi, les temps dans lesquels nous vivons, les tendances de nos sociétés, ce qui est admis, ce qui est moins admis que d'autres. Hein. Et on sait aussi qu'il y a le côté permissif ou non. Hein, c'est vrai qu'il y a une grande réflexion autour de la légalisation de certaines substances, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais en fonction du positionnement de la société, la marginalisation ou non d'une substance, ben, tout ça va participer clairement à développer cette addiction. Donc, les addictions sont étroitement liées à comment la société perçoit les choses. Et vraiment, on est dans une société, en effet, qui a tendance un peu à encourager à la consommation. Hein, on sait, c'est cliché de dire ça, hein, mais c'est la réalité. On veut toujours plus, toujours la nouveauté. On devient un peu dépendant, si j'ai envie de vous dire, de toujours d'avoir ce flot d'informations et de nouveautés. Donc, l'acquisition, on a besoin d'acquérir. Hein, il y a des gens qui font pour leur plaisir, qui vont faire du shopping. Allez comprendre. Mais c'est des éléments qu'on retrouve dans la société. Donc, l'effet aussi d'instantanéité, d'intensité des effets du produit, c'est-à-dire que on a besoin, l'individu, dans la société dans laquelle on vit, on ne veut pas perdre de temps. On veut pouvoir être sûr de ce qu'on achète, de ce qu'on veut ressentir. Donc, la substance, quand on consomme, répond à cela. On sait que si on prend un certain nombre de substances, on aura cet effet-là à 100%. L'instantanéité, tout de suite, maintenant, c'est ce que je veux. Donc, l'addiction, c'est un peu répondre à cet effet de « j'ai besoin de ça tout de suite, maintenant ». Les valeurs individualistes aussi, notre société le prône, l'effet de communauté qui se perd énormément, les familles sont déchirées, les familles sont séparées par des continents, par des océans, vous voyez ce que je veux dire, on est tous isolés un petit peu, on se retrouve dans des coins un peu loin de l'autre. Heureusement, certaines communautés, comme les communautés religieuses, permettent de se rapprocher, de pouvoir retrouver une seconde famille, un effet de communauté. Mais aussi, d'autres éléments que notre société véhicule, c'est la croyance qu'il existe toujours un produit disponible pour modifier notre humeur. Ça aussi, c'est quelque chose qui sous-tend l'addiction dans notre société. C'est le fait de se dire, en fait, si tu te sens mal, il y a toujours quelque chose qui peut t'aider. C'est pas forcément bon, hein, mais ça peut toujours aider. Donc, cet effet de disponibilité aussi va venir conditionner ou non l'individu qui va développer une addiction. Donc, notre siècle est celui de la maîtrise avec la fabrication de produits de plus en plus adaptés aux buts recherchés. C'est-à-dire que les petits chimistes qui vont créer les substances qui vont être à ta disposition, et je vous dis, hein, il y a une nouvelle substance qui sort chaque 2 jours. Donc, c'est vous dire à quel point le flot de nouvelles substances qui peuvent être addictogènes peut et se développe énormément. Et donc, les petits chimistes qui créent ces molécules ont différents objectifs. Premier objectif, le plaisir. La normalisation, le fait aussi que, écoute, si tu te sens mal, on va te permettre d'être nettement mieux. Et aussi le désir de performance. C'est-à-dire que les substances vont répondre à tous ces éléments-là. C'est se dire que j'ai besoin de plaisir, j'ai besoin de me sentir comme tout le monde et j'ai besoin d'être performant. Et c'est là où les substances et les produits chimiques qui vont être créés vont répondre à tous ces besoins. Et pas de la manière adaptée, bien évidemment, on en parlera, parce qu'à ce moment-là, on bascule dans une euphorie, dans une perte de contrôle, et là, l'addiction arrive. Et pour terminer sur cet aspect-là, c'est de se dire aussi que l'évolution de notre société s'inscrit dans une double injonction. C'est-à-dire qu'il faut être performant et il faut être heureux. Si on n'est pas les deux, on a un problème. D'accord? Et vraiment, la petite citation que j'aime beaucoup citer qui dit « Notre temps raconte d'ailleurs une étrange fable.
celle d'une société tout entière vouée à l'hédonisme, c'est-à-dire la recherche du plaisir, et à qui tout devient irritation ou supplice. C'est-à-dire que si ça ne va pas dans mon sens, c'est catastrophique, rien ne va, on change. Et le malheur n'est pas seulement le malheur, il est pire encore, l'échec du bonheur. Encore une fois de plus, c'est dire que la performance, la recherche du plaisir obligatoire sans discontinuité est l'obligation du bonheur. Et c'est là où, à ce moment-là, forcément, les substances et tout ce qui crée des addictions, ben, c'est le terreau parfait, c'est vraiment ces éléments-là qui répondent de manière très désadaptée, certes, mais de manière immédiate. Donc, on a vu que dans l'addiction, il y a toujours cette notion de plaisir qui est recherchée. Mais du coup, est-ce qu'il y a toujours du plaisir dans l'addiction? Merci de cette question. C'est vrai que j'avais un ancien grand patron, feu Michel Reynaud, qui nous faisait souvent un cours à l'addiction à l'amour. Et qui disait souvent, alors ce n'existe pas, hein, je vais vous dire, on est tous addicts à l'amour si on part dans cet extrême-là, mais la notion de plaisir est fondamentale dans l'initiation de l'addiction. C'est-à-dire que le système qui est perturbé dans l'addiction est le système du plaisir, le système de la récompense. C'est-à-dire que chez tout être humain, le fait d'un bon repas, moi je sais que je suis fan d'une boisson qui est le jus de canne. Alors là, vous pouvez m'en donner matin, midi et soir. Je suis addict. Allez-y, posez le diagnostic, il n'y a pas de problème. Mais la prise de cette substance, de ce condiment, de cet aliment, va générer chez moi un déclenchement de la zone du plaisir. D'accord? Vous le voyez sur la petite animation qui est là. On voit que l'influx nerveux, quand une fois que je prends une bouchée de cela, l'influx nerveux va venir déclencher le circuit du plaisir et va relarguer dans les neurones la dopamine. Hein, c'est le neurotransmetteur du plaisir, la dopamine, dans les circuits, notamment de ce qu'on appelle le circuit de la récompense. D'accord? Donc, le désir, le plaisir sont des éléments qui sont déclenchés. Donc, une forme d'anticipation, le fait que je vais saliver parce que j'ai hâte de pouvoir déclencher mon circuit du plaisir. Et une fois que j'ai consommé l'aliment, et là, j'ai un relargage de dopamine. Ben, au final, c'est exactement ce que vont faire les drogues. La prise d'une drogue, la prise d'une substance, la prise d'un comportement, le fait de répéter un comportement, initialement, ça vient avec du plaisir. Donc, il ne faut pas venir attaquer des fois quand on prend en charge les individus qui souffrent d'addiction, venir leur dire, écoutez, c'est pas bon, hein, l'addiction, c'est pas bon, les substances, c'est pas bon, c'est pas bon. Non, il faut peut-être partir du fait que, OK, vous avez ressenti du plaisir à ce moment-là, mais maintenant, qu'en est-il? D'accord? Donc, le système du plaisir, on sait qu'il est complètement détérioré chez les patients qui sont addicts. Alors, il n'est pas simplement détérioré. Il est hyperactivé, c'est-à-dire qu'on a perdu tout contrôle du système du plaisir. L'individu qui est addict veut répéter encore et encore le comportement parce qu'il veut déclencher en permanence son circuit du plaisir. Donc, vous imaginez que quand on prend en charge un patient addict, il faut lui réapprendre à prendre du plaisir. Il faut tout repartir à zéro et parce que les simples choses que vous et moi, nous pouvons apprécier, le sujet addict a toujours besoin de plus, davantage, parce que son circuit de la récompense, hein, là, c'est les petites zones qui sont en rouge à droite, où on montre le cerveau d'un addict, hein, où on voit que les zones qui sont en rouge sont hyperactivées, ben, c'est les zones du cerveau c'est le centre du plaisir. D'accord? C'est le circuit de la récompense, c'est différentes zones du cerveau, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est des cours qu'on fait en profondeur, mais en tout cas, c'est pour vous montrer que le rouge, c'est hyperactivé. Dans tous les sens, ça flash, quand on regarde à l'IRM, on fait passer des IRM à certains patients, on voit que c'est éclairé de partout. D'accord? Donc, on se rend compte que le système du plaisir, on ne le contrôle plus, il est incontrôlable. Et non seulement, donc, cette perte de contrôle, vraiment, comme je le disais, sur la notion du plaisir, elle vient du fait que le centre du cerveau, et vous voyez sur la petite figure de droite, on réalise que le contrôle qui était censé être bien gros, hein, vous voyez, le cerveau sans addict, le petit rond bleu est censé être assez gros, et là, on réalise qu'il a perdu de sa taille. C'est-à-dire que le centre de contrôle du cerveau, qui est censé dire
écoute, tu as assez consommé là, tu as assez mangé, Bernard, tu as bu assez de jus de canne, arrête-toi. Ben, ce système de contrôle, malheureusement, est détérioré chez les patients qui sont addicts. Ils n'arrivent plus à contrôler, ils n'arrivent plus à dire stop. Et c'est là où justement le cycle du plaisir se répète encore et sans fin parce que le centre du contrôle du cerveau est détérioré chez les patients qui souffrent d'addiction. Alors, est-ce qu'on peut développer des addictions pour tout et n'importe quoi? Ou bien est-ce qu'il y a des substances ou des comportements qui sont plus à risque? C'est vrai. C'est souvent, comme je disais, on parle, c'était très bien en préambule, on discutait tout à l'heure en disant que est-ce que l'addiction au sucre existe? Est-ce que l'addiction au chocolat, etc. C'est vrai que chaque période et chaque société s'est posé cette question-là. Dans les années 70, il y a une grande question qui s'était posée. Je me rappelle pas du tout, je te reconnais. Mais les chercheurs évoquent dans les gros congrès qu'auparavant, il y a une question qui s'était posée chez ceux qui lisent les livres. Parce qu'il y a un moment donné, donc l'industrie de l'imprimerie, l'industrie de l'édition a vu un essor fantastique dans les années 60-70. Et les jeunes se retrouvaient à lire énormément. Ils s'enfermaient dans leur chambre pour lire, ils se cachaient pour lire, ils volaient des livres, ils restaient bloqués dans les livres au lieu d'aller au travail, au lieu d'aller à l'école. Vous voyez où je veux en venir? C'est que ces sociétés-là se sont posées des questions, mais est-ce que le fait de lire n'était pas une addiction? Et c'est là où beaucoup de questions se posent, que chaque société doit pouvoir un petit peu séparer le normal du pathologique. Donc, toutes les substances ne sont pas addictes. C'est ça la réponse, parce que maintenant, on a des outils qui sont poussés pour réaliser et authentifier la perte du contrôle du circuit de la récompense. Vous avez vu, je vous ai montré des IRM, et on réalise et on peut mettre en évidence très facilement, est-ce qu'un sujet a totalement perdu le contrôle du centre du plaisir ou non. Donc, en final, on a réussi à arriver à des listes plus ou moins exhaustives des substances ou des comportements qui peuvent être qualifiés ou non d'addiction. Parmi la liste qui est présentée ici, c'est un petit diagramme pour vous montrer un peu les substances les plus dépendantes et celles qui provoquent le plus de dommages sur le plan physique, psychique et social. Et là, par exemple, la liste, on retrouve souvent les addictions les plus courantes et les plus graves, c'est l'héroïne, la cocaïne aussi également, un gros pouvoir de dépendance et de dégâts physiques. La méthadone, c'est une forme d'opiacé, c'est un bon ami de la codéine. Souvent, on a le dafalgan codéiné, c'est très des addictions, les antalgiques codéinés. Le tabac, on retrouve le tabac. L'alcool aussi également, ok. Le cannabis, d'accord, et certains psychostimulants et autres. Donc, on réalise que toutes les substances ne sont pas addictogènes, mais qu'il y a une liste qu'on a pu maintenant établir sur le plan international pour pouvoir savoir quelles sont les substances qui engendrent justement une addiction. Alors, il n'y a pas que les substances qui provoquent les addictions. Il y a aussi certains comportements où l'individu perd totalement le contrôle. Notamment, dans certains cas, on a les individus qui vont développer une addiction aux jeux, les jeux d'argent spécifiquement. D'accord? Ça peut être en ligne ou au casino. C'est-à-dire, c'est des gens qui vont mettre des sommes de plus en plus démesurées pour pouvoir, parce qu'en fait, il y a une forme de plaisir. Le fait de parier, le fait de devoir attendre une récompense qui est le gain financier, d'accord? Le plaisir qui se dégage de gagner de l'argent. Aussi des choses qui sont créées par la société. Mais en tout cas, on réalise qu'on fait passer des IRM à ces patients-là, leur centre du plaisir, il est bousillé, parce que c'est des patients qui vont s'endetter, c'est des patients qui vont contracter des prêts pour pouvoir aller jouer, pour se refaire, comme on dit souvent dans l'industrie du jeu. OK, donc c'est tout ce qui est jeu à gratter, paris sportifs aussi. Ça, c'est quelque chose qui est très développé et qu'on condamne de plus en plus. Il y a tellement de publicité là-dessus et tellement de jeunes qui sont addicts parce que maintenant, ça, c'était le petit point que je voudrais plus dire, mais on a vu une décroissance de la consommation des toxiques chez les jeunes. D'accord? Les chiffres sont sortis à 2 jours, donc je vous donne les chiffres
qui viennent de sortir par l'Institut français, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Et qu'est-ce qu'on remarque par contre, c'est que maintenant dans la cour d'école, qu'est-ce que les jeunes font? Ils font des paris sportifs en ligne. Sur les applications, on peut s'inscrire. On parie 5 euros, 10 euros, mais au fur et à mesure, rappelez-vous, ça augmente jusqu'à arriver à un phénomène d'addiction. Donc, grosse méfiance chez les jeunes, les paris sportifs, c'est vraiment devenu monnaie courante, littéralement, dans les cours d'école. Les jeux vidéo aussi, attention, maintenant sont rentrés dans nos classifications. Très difficile à prendre en charge, ces addictions comportementales, parce que tout est fait dans le jeu vidéo pour vous garder des heures et des heures bloquées devant. Pour peu, je m'étais intéressé un peu à regarder les jeux en ligne, aussi surtout les activités en ligne, où les récompenses, on vous donne des récompenses, vous pouvez vous améliorer. Tout ça, c'est des choses qui sont réfléchies par les industries pour garder les jeunes et les moins jeunes complètement bloqués dans ce monde virtuel. Et avec cette notion de plaisir initial, mais une perte de contrôle parce que c'est des enfants et des jeunes qui se retrouvent bloqués devant la télévision toute la journée, des jours et des jours. Ils ne vont plus à l'école, les résultats scolaires chutent. Donc, il y a une conséquence négative et un retentissement qui existe. D'accord? Donc, c'est comment? Donc, tout n'est pas addiction, mais on a un certain nombre de listes de substances et de comportements, d'activités qui sont à fort risque d'addiction. Autre chose qui n'est pas encore très consensuelle, mais qui est maintenant de plus en plus mis en avant, c'est l'addiction au sexe qui existe, qui peut exister, maintenant qui est de plus en plus codifiée avec un certain nombre d'échelles, d'évaluations. L'addiction au sport aussi, la bigorexie, etc. Il y a des gens qui vont aller courir tout le temps, parce qu'il y a une forme des endorphines qui sont relâchées, dans une forme de plaisir qui s'en détache, sauf que, comme d'habitude, certains comportements vont dans l'extrême. La notion des achats compulsifs ne sont pas dans les classifications. Il n'y a pas une addiction au shopping. Je sais qu'il y a des très bons films qui s'appellent Addict au shopping, mais qui ne sont pas dans nos classifications. C'est plutôt des symptômes d'autres maladies. D'accord? Donc, on n'est pas addict à tout, mais on est obligé de se poser la question. C'est pour ça que l'addictologie, c'est passionnant, parce qu'on se pose des questions de société sur les comportements. Qu'est-ce qui est déviant? Qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui est pathologique? Et tout n'est pas pathologique, mais on a des éléments de réponse pour pouvoir vraiment se positionner. D'accord. Alors, est-ce que tout le monde peut devenir dépendant ou est-ce qu'il y a des prédispositions et des facteurs de risque? C'est souvent une question. C'est vrai que quand on écoute un petit peu tout ça, ça fait peur parce que de plus en plus, les études nous montrent que certains individus sont vraiment vulnérables à la dépendance à une substance. Et ça nous a permis, avec des études épidémiologiques assez poussées, de pouvoir identifier des facteurs de risque. Quels sont les sujets qui sont le plus à risque? Lesquels qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu? Ou quels sont les sujets qu'il faut complètement, on va dire, récuser de toute consommation de toxiques? Ben, on a des éléments de réponse qui ne sont pas parfaits, mais qui nous permettent de faire un profil. C'est-à-dire, OK, quels sont les individus qui ne doivent pas toucher aux drogues? Ben, on sait que les facteurs de risque, vous vous rappelez que j'ai dit en préambule, sont liés à l'individu, mais sont liés aussi aux produits et à la société. Et on sait que la façon dont l'individu va se positionner par rapport à la substance va conditionner le développement d'une addiction. Par exemple, l'individu qui va consommer ses premières substances très tôt, c'est-à-dire que souvent les patients addicts, ils ont commencé à consommer à l'âge de 12-13 ans. Souvent, on leur dit, mais c'est quoi? Alors, c'est la petite blague, c'est que ils disent souvent, ben, c'est le premier petit champagne de communion. C'est-à-dire que chez nos amis catholiques, souvent lors des fêtes, des communions, les baptêmes, eh ben, c'est l'occasion où les enfants côtoient énormément les parents et l'alcool. Donc, c'est à ces moments-là où ils disent, ben, c'est là que j'ai piqué le premier verre des parents pour goûter. D'accord? Donc, première expérience très précoce. Donc, l'usage précoce d'une substance peut emmener à une addiction. D'accord? Autre chose, les individus qui vont consommer à visée autothérapeutique. C'est-à-dire que non, mais en fait, je prends la substance parce que j'ai mal. OK? Donc, ils vont, par exemple, ils vont dire, je prends de l'alcool parce que j'ai mal, je prends de la codéine énormément parce que j'ai mal. OK? Attention, une forme de visée autothérapeutique, il faut être vigilant là-dessus. Les individus aussi qui vont cumuler les consommations.
C'est-à-dire que plus, par exemple, il y a des jeunes qui disent j'ai consommé à la fois du tabac, à la fois de l'alcool, à la fois du cannabis. Attention, quand on consomme beaucoup de substances en même temps, on a un risque de développer une vraie addiction et de perdre le contrôle. Et bien évidemment, ce que je vous disais comme tout à l'heure, le potentiel addictif du produit fait aussi une grosse partie du travail, c'est que en fonction, il y a des drogues qui sont dures, hein, les drogues, la cocaïne, l'héroïne, c'est des drogues qui sont dangereuses, qui créent vraiment des grosses dépendances. Donc, c'est un facteur de risque. Le type de substance consommée, en fonction de son pouvoir addictogène, vont venir conditionner tout ça. Maintenant, quels sont les individus qui sont le plus à risque? En fonction de la personnalité, certaines personnes vont développer des addictions. Par exemple, il y a des gens qui aiment la recherche de sensations, ou ont toujours le côté casse-cou. C'est-à-dire, il y a des amis, vous sortez, ils ont toujours envie de pouvoir tester des nouvelles choses. Ils aiment les manèges à sensations fortes, ils ont toujours besoin de nouveautés. OK, donc la recherche de sensations, attention. Le faible évitement du danger, c'est des gens qui vont vous dire, ah ben non, t'inquiète, c'est limité à 110, mais je roule à 130. OK, j'aime faire le foufou sur la route. Autre chose, à l'opposé, les gens qui ont une faible estime d'eux-mêmes. OK, c'est la personne qui va se dire, mais en fait, je ne sers pas à grand-chose, je ne suis pas très doué, je ne suis pas utile. Attention, parce que c'est un bon support pour développer des addictions. Et les difficultés relationnelles aussi conditionnent, créent un contexte malheureusement où les individus peuvent facilement plonger dans l'utilisation de la substance et développer une addiction. Les sujets qui ont des troubles du comportement pour diverses raisons liées ou non à une pathologie psychiatrique ou psychologique. Et bien évidemment, les sujets qui ont déjà une comorbidité psychiatrique, c'est-à-dire qui ont des troubles psychologiques avant la consommation. C'est-à-dire que l'individu qui a une dépression, l'individu qui souffre déjà d'anxiété, qui a des problèmes alimentaires, sont des sujets qui sont à risque de développer une addiction. Donc, facteur de risque, si on a déjà un tableau qui est bien chargé avec des troubles psychologiques, on évite de toucher aux substances. Et bien évidemment, l'environnement, vous vous rappelez, maintenant, je pense que vous allez devenir spécialiste à la fin de cette présentation, mais se rappeler que l'environnement familial fait une grosse partie du travail aussi. Vous imaginez que si les parents à la maison consomment déjà des produits, vous serez plus à même et plus à l'aise pour consommer et éventuellement développer une addiction. OK? Donc, en fonction de est-ce qu'on est accepté ou rejeté, d'accord, dans la consommation aussi, et les interdits religieux aussi, mais dans les deux sens, à la fois le fait qu'une religion prohibe ou interdit la consommation de substances protège l'individu qui serait à risque de développer une addiction. Mais des fois, à l'opposé, l'interdit religieux non conditionné, c'est-à-dire non expliqué, en étant juste très légaliste, au contraire, l'addiction aime la marginalisation. C'est-à-dire que quand c'est caché, quand c'est interdit, le cerveau, il aime ça. OK, donc c'est pour ça que ces sessions sont fantastiques parce qu'on peut en parler de manière aussi professionnelle et pas forcément dogmatique, mais ça permet de venir renforcer, non l'interdit religieux, mais on va dire le concept religieux. Ça ne devient plus un interdit religieux, mais ça devient une loi de bonne conduite pour notre santé. D'accord? Donc, attention aussi également à l'utilisation des interdits religieux. Le fonctionnement familial aussi, s'il y a des mésententes, des conflits, du laxisme, de l'indifférence, des événements familiaux aussi durs, ça aussi, ça va venir être un facteur de risque de développer une addiction. D'accord? Le rôle des pairs, les amis aussi, si on a des amis qui consomment, forcément, on sera plus exposé à développer une addiction. Voilà, c'est les facteurs de risque qu'on peut résumer de développer une addiction. Alors, quelles sont les conséquences de l'addiction, du coup? Comme je disais, la prise de toxiques et l'addiction, ce n'est pas anodin. Il y a, c'est vrai qu'initialement, une notion de plaisir, mais le cerveau va perdre le contrôle. C'est l'histoire naturelle de l'addiction. Le cerveau perd le contrôle. Le cerveau n'arrive plus à pouvoir dire stop. Mais ce n'est pas uniquement ça la conséquence négative. Si c'était encore ça, fantastique l'addiction. S'il ne serait-ce, j'ai les moyens, je peux parfaitement, j'ai un patrimoine financier qui me permet d'acheter mes toxiques comme je veux, je peux rester toute la journée à consommer, je n'ai pas de conséquences. Mais il s'avère que
L'addiction, en effet, a des conséquences à la fois sur 3 éléments, le physique, le psychique et le social. Alors, quelles sont les conséquences? On sait que consommer une substance, ça emmène à des conséquences somatiques comme le cancer. Hein, l'alcool, le tabac, hein, on sait, sont très, très, très liés au développement de certains nombres de cancers. Des conséquences neurologiques aussi, cardiovasculaires, hein, les AVC, les infarctus du myocarde, hein, avec la cocaïne, avec l'héroïne, les amphétamines. Hein, on sait que c'est des choses qui vont venir bousiller le corps humain, hein, l'hyper-solliciter et malheureusement l'épuiser à un moment donné. Donc, avoir une addiction, ça va souvent avec avoir des maladies somatiques, hein, qui vont toucher le cerveau, le cœur, le foie aussi, bien évidemment, hein, la cirrhose liée à l'alcool, hein, c'est le fait que le foie est complètement abîmé par la consommation, toucher l'intestin, la peau aussi, hein, le fumer, on a plus de rides, on est des problèmes de vision quand on consomme aussi beaucoup de tabac ou de l'alcool. Donc, vous voyez que l'être entier est en souffrance quand l'individu consomme. Et le gros souci, c'est que quand on ne le sait pas, on continue son comportement. Et même quand on le sait, rappelez-vous, c'est un des critères d'addiction, hein, on poursuit la consommation malgré les conséquences négatives. Mais souvent, c'est un signe. Le patient, souvent, l'exemple type, c'est le patient qui vient consulter parce qu'il a une cirrhose au foie à cause de l'alcool, qui repart avec l'information et qui, en rentrant à la maison, continue de boire. D'accord? Donc, c'est les choses tellement que le cerveau n'arrive pas à dire stop. C'est pour ça que c'est vraiment une vraie maladie. Donc, les conséquences peuvent être somatiques, mais elles peuvent également être psychologiques. On sait que le fait de consommer les substances vont engendrer des troubles psychiatriques comme la dépression. Un petit court-métrage pour nous permettre un petit peu d'imager mieux les choses, qui est peut-être connu de certains d'entre vous, qui est très utilisé dans certaines représentations, mais je vais essayer de le commenter un peu en même temps. Un petit peu de son, mais ce n'est pas primordial. Donc là, on a un petit oiseau. Il va rencontrer une substance qui a l'air jolie. Il la voit une fois, ça passe. Il arrive à dire non. Mais au fur et à mesure du temps, il retombe encore sur la substance. Et là, il est obligé de se poser la question et se dire, ça a l'air joli. OK, il touche, il regarde, hein, il voit que ça pétille un peu dans la coupe. Et je dis, pourquoi pas l'essayer? Et là, le premier effet, le plaisir. Fantastique. Ça papillonne de partout, c'est des étincelles. L'impression de flotter. C'est fantastique. Première consommation, il retombe sur ses pieds. La première expérience semble fantastique. D'accord? Donc, il se dit, pourquoi pas réitérer l'expérience? Parce que ma première expérience était fantastique. Bingo! Comme dit, comme fait, immédiatement, il ressent les effets. Mais là, les choses vont commencer un petit peu à s'aggraver et il tombe sur ses fesses au lieu de tomber sur ses pattes. Et il ne le remarque pas parce qu'il se dit, bon, le jeu en vaut la chandelle. Hein, ça me fait un petit peu mal, le fait de consommer, mais je continue et je vais rechercher encore plus la substance. J'en ai envie, j'en ai besoin parce que ça m'a fait tellement de bien. Bien sûr, l'effet, voilà, il dure moins longtemps au final. Mais ça alors, je commence à perdre un peu le bénéfice de ce que j'avais. Et j'ai de plus en plus mal. Mais peu importe, pas grave. Les conséquences négatives, j'ai des problèmes de foie, j'ai des problèmes de cerveau, pas grave. On continue parce que j'arrive pas à m'empêcher. Et je veux revivre à chaque fois le plaisir. Mais on monte, regardez, on monte même plus. Au contraire, on se fait tout le temps mal. Et on se fait de plus en plus mal. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, l'environnement est en train de s'assombrir et que la consommation n'a plus de sens, plus de plaisir et les conséquences
négatives sont de plus en plus fortes. Et plus on avance et plus les choses s'assombrissent et que l'humeur, la dépression s'installe chez le sujet qui a consommé et qu'il n'arrive pas à arrêter, il n'arrive pas à dire stop. Il a toujours envie et encore toujours plus envie de la substance, malgré le fait qu'il est tout soit et qu'il soit toujours en difficulté. Donc, vous voyez, c'est une petite image pour vous montrer comment, justement, le fait de consommer, le fait de s'exposer à cette addiction va, au fur et à mesure du temps, assombrir le tableau et que la dépression va s'installer au fur et à mesure. Donc, c'est les conséquences psychologiques et psychiatriques qui existent. Maintenant, quelles sont les conséquences sociales aussi? Parce que consommer et avoir une addiction, c'est également voir le monde s'effondrer. C'est la perte du travail, c'est la perte des amis, la perte d'un logement peut-être et la perte éventuellement même de son foyer. Donc, le patient addict s'isole à cause de la consommation. C'est malheureusement vraiment une des difficultés qu'on met souvent en avis, des difficultés sociales. On a vu que l'addiction, du coup, c'est une maladie, que la personne, elle est victime d'elle-même parce que elle perd le contrôle, hein, comme tu as dit. Donc, elle peut très vite se retrouver dans un cercle vicieux. Du coup, est-ce qu'elle peut espérer s'en sortir un jour? Oui, il y a de l'espoir, sinon je ne serais pas en train de travailler. Donc, c'est vraiment un des messages qu'il faut retenir. Il y a énormément de solutions, il y a de l'espoir. Les portes de sortie demandent souvent, encore aujourd'hui, de devoir accéder aux soins. C'est pour ça qu'on multiplie les conférences grand public, les conférences de vulgarisation, pour dire qu'il existe des solutions, il existe des soins adaptés. Quand on s'est cassé la jambe, on ne reste pas à la maison en train de réfléchir en se disant « Est-ce que je vais m'en sortir ?» Non, on va aux urgences, on va à l'hôpital, on va voir le médecin, on parle à un professionnel de santé qui est formé. De la même chose, le sujet qui va souffrir d'une addiction, d'un trouble psychologique, d'une addiction, va et doit consulter pour justement accéder aux solutions qui sont à la disposition et que maintenant, je vous dis, on a énormément de services qui se créent pour accompagner ces personnes. Ça demande des fois d'en être conscient. C'est vrai que c'est là où c'est difficile chez les sujets qui souffrent d'addiction parce que être conscient que ça ne va pas, ça demande du temps. Et souvent, les patients qui accèdent aux soins en addictologie accèdent aux soins trop tardivement. C'est après 10, 15 ans de consommation qu'ils arrivent au bout du rouleau et qu'ils se présentent dans nos consultations. On aurait voulu faire de la prévention précoce. On aurait voulu anticiper le mal avant qu'il arrive. Mais ça demande du temps pour l'individu de se rendre compte qu'il a tout perdu et qu'il est sur un champ de bataille où il a perdu tout le monde. Donc, ce n'est pas qu'une question de volonté, c'est la prise de conscience, c'est que l'individu, la zone du cerveau pour lui permettre de réaliser que ça ne va pas, elle est malheureusement altérée par la consommation. C'est pour vous dire à quel point, malheureusement, c'est le chien qui se mord la queue, c'est que pour pouvoir s'en sortir, il faut être conscient que ça ne va pas. D'accord? Mais la zone du cerveau qui permet de réaliser que ça ne va pas a été atteinte par le fait qu'il ait répété les consommations et du coup, ça a grignoté sur cette zone du cerveau. Donc, les changements, pour s'en sortir, il y a besoin de changement d'habitude, changement de vie. Il faut être patient et ça demande du temps. Vous imaginez que souvent, l'individu qui se présente, qui a 15 ans de consommation, 15 ans où tous les jours, il avait construit sa vie autour de la consommation. Lui demander de changer du jour au lendemain, ce n'est pas possible. Ni vous ni moi, nous pouvons le faire. Le jour où je vous demande de changer une habitude, ça demande du temps. D'accord? Et surtout des habitudes aussi, on va dire, malsaines, mais pas au sens moral, au sens médical, à des pratiques qui font du mal au corps. Donc, changer d'habitude, c'est changer d'environnement. Des fois, c'est des personnes qu'il faut permettre de changer d'environnement, changer de lieu d'habitation, changer ses habitudes de vie, apprendre de ses erreurs aussi. Il faut répéter. C'est souvent, pour pouvoir s'en sortir, il faut répéter. C'est des gens qui vont peut-être essayer 2, 3, 4 fois de s'en sortir et il faut toujours maintenir ces efforts-là. On sait qu'il existe aussi des facteurs de protection. Hein, c'est se dire que
permettre à ces personnes de se rapprocher des personnes de confiance. La famille, éviter d'être dans les lieux de consommation, investir un lieu de vie agréable, d'accord? Et se rappeler que ces consommations-là ont pris la place de beaucoup de choses. Donc, quand on leur propose d'arrêter, il faut leur proposer une alternative. Il faut leur dire, écoutez, vous n'allez plus consommer, mais on va développer des habitudes de vie saines, on va développer des activités qui sont saines, d'accord? Parce qu'il faut remplacer ce vide-là. C'est des gens qui passaient des heures à se préoccuper de leur consommation, qui passaient des heures à consommer. Il faut remplacer le vide, très important. Et bien évidemment, la foi et les croyances, la spiritualité sont également une aide qui est non négligeable dans l'accompagnement de ces personnes. Quelles sont donc les prises en charge, les soins spécifiques? Alors, qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui? Comme je vous disais, il existe énormément de choses sur le plan médical à notre disposition pour accompagner les personnes. Première prise en charge, c'est aider l'individu à arrêter la consommation, et aussi on a évolué dans nos concepts. Avant, on vous disait, et l'image qu'on se fait des fois des cures de désintox, comme on l'appelle vulgairement, qui sont des prises en charge de sevrage, d'accord? Souvent, on disait aux patients, écoutez, c'est l'abstinence, zéro consommation. Okay? Si vous rentrez ici, si vous consommez une seule goutte, on vous met dehors. C'est un petit peu ça le message. Ma génération, nos générations d'addictologues que nous formons, on est sur une approche complémentaire. Comme je disais, le cerveau humain, il est têtu par définition. OK? Si vous lui opposez quelque chose, il ira à son contraire. Donnez-lui accès et vous allez voir qu'il va perdre tout intérêt. C'est très particulier comme système, mais l'être humain, il est fait comme ça. Et du coup, pour travailler avec les défenses du patient, ça veut dire quoi? Les représentations, et beaucoup de personnes se disent « Oh, les addictions, il ne faut pas dire qu'on est addict, les alcoolos, les junkies, ouais, c'est tous les maux de la terre, c'est pour les addicts hein, et les patients psy aussi. » Et du coup, emmener l'individu à dire « Écoutez, on va essayer de diminuer la consommation. Vous consommiez 5 verres, on essaie la semaine prochaine d'en faire 4. » Et là, on arrive à accrocher l'individu. Donc, on est dans la réduction des consommations. Et on sait que pour chaque verre, pour chaque prise de drogue, pour chaque cigarette qui n'est pas consommée, on gagne en espérance de vie. Donc, c'est un objectif qui est louable de dire à l'individu, on commence par réduire, on essaye de réduire. D'accord? Et souvent, l'individu, il arrive en vous disant, écoutez, docteur, non, j'ai essayé, ça fait 2 mois que j'essaie de diminuer, je tiens pas la route, ça ne tient pas la route, on essaie de tout arrêter. Très bien. Mais vous avez été partenaire de la prise en charge, on a accompagné l'individu, on n'a pas été dans le frontal en disant non, on arrête tout, on fait comme moi j'ai décidé, le côté paternaliste. Donc, les approches dans la prise en charge, c'est ça aussi, c'est l'abstinence ou la réduction des risques. On discute avec le patient, on discute avec la personne qui souffre de cette addiction. Les prises en charge aussi qui existent, ça peut se faire à la maison ou à l'hôpital. C'est-à-dire que on peut mettre en place un sevrage, on peut mettre en place une désintoxication à la maison avec des entretiens, un suivi téléphonique, l'infirmière à domicile. OK, on peut mettre ça en place ou encore dans des hôpitaux conventionnels, hospitalisés pendant 15 jours, 3 semaines, voire plus. Et aussi ce qu'on appelle les hôpitaux de jour, c'est-à-dire que permettre aux patients de venir le matin, rentrer le soir. Okay? Surtout chez les patients qui sont très isolés ou qui qui ne travaillent pas, qui n'ont pas forcément de famille autour. On les fait venir, je m'occupe d'une structure comme celle-ci. Le patient vient le matin, il a des activités, des groupes de parole, pas mal de choses. Donc, on travaille tous ces aspects-là. Les traitements médicamenteux existent aussi. Hein. On sait qu'on a pas mal de choses de traitements qu'on développe justement pour accompagner les patients, pour leur diminuer l'envie de consommer, pour les aider aussi à maintenir leur abstinence. D'accord? Donc, ça diminue vraiment, ça permet vraiment de maintenir cette volonté, cette décision que l'individu a prise. Autre technique que moi, je développe sur le plan expérimental aussi, on travaille, je suis formé également à ce qu'on appelle la stimulation magnétique transcrânienne. C'est qu'en gros, c'est qu'on vient stimuler de manière électrique
des zones du cerveau qui sont directement reliées au circuit du plaisir pour diminuer un peu le niveau d'activité du cerveau. Donc, c'est des choses que je mets en place. Je suis un des précurseurs en France dans ce domaine pour essayer de traiter des patients sur mon unité pour permettre de diminuer l'hyperexcitabilité neuronale. C'est qu'en gros, on va diminuer, justement, on va appeler la petite image qui était en rouge, qui montrait la zone du cerveau qui était complètement allumée. On essaie de la diminuer avec des fréquences spécifiques magnétiques sur le crâne. OK? Et dernière prise en charge qui est complémentaire et obligatoire, c'est de la remédiation psychosociale, la réhabilitation. On fait de la réalité virtuelle dans le service aussi, c'est qu'on met des casques aux patients, on leur permet de travailler dans des environnements qu'on a créés, on leur permet de travailler la gestion des émotions, la gestion de l'envie, comment se comporter si on leur propose un verre, on développe ce qu'on appelle les habiletés sociales, comment dire non quand on a la pression du groupe qui pousse à consommer, comment, par exemple, répondre si on a un entourage qui nous dit « écoute, comment ça se fait, tu bois plus d'alcool, tu es rentré dans une religion ?» C'est souvent la vieille blague qu'on donne, mais c'est pour permettre à l'individu de retomber sur ses pattes en disant « non, écoute, non, pas du tout ». Essayer à trouver des réponses parce que la pression sociale autour de la consommation des substances, elle est difficile. Et surtout, quand on a une substance qui est socialement admise comme l'alcool et avec une sous-estimation chez beaucoup de Français de leur niveau d'addiction parce que le vin, c'est culturel en France. On ne touche pas au vin. OK? Donc, travailler autour de ces représentations-là, c'est des choses qu'on fait au quotidien avec les patients aussi de manière complémentaire. Donc, vous voyez, énormément de choses qui sont proposées maintenant pour prendre en charge les patients qui ont des addictions, et on s'adapte vraiment aux patients qu'on a en face de nous, à l'individu, dans son contexte de vie du quotidien. Alors, les personnes qui souffrent d'addiction, elles sont souvent dans le déni. Du coup, nous, en tant que proches, qu'est-ce qu'on peut faire pour les accompagner? C'est vrai que l'entourage est primordial. Je suis toujours plus à l'aise quand le patient a de la famille ou des amis que quand il n'en a pas. Parce que souvent, on n'a pas beaucoup de levier, on n'a pas de partenaire à l'extérieur, quoi. OK? Et il faut se rappeler que l'individu, il doit revenir dans la société une fois que une prise en charge, il doit retourner dans son quotidien. Et c'est là où il y a une grande difficulté. Donc, l'entourage a un rôle important. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Surtout, ne pas infantiliser. La tendance qu'on aurait en tant que proche, d'accord, c'est de faire du flicage. C'est se dire de surveiller. Alors, j'ai un couple à la retraite que je suis le mari. Chaque fois, l'épouse arrive avec la bouteille de vin en disant « Voyez, docteur, j'ai mis un trait et là, regardez, ça a diminué ça de 2 cm sous le trait. Je vous ai dit qu'il continue de consommer. » Et là, le mari, je le regarde, on a cette envie, cette faculté de vouloir fliquer. Des fois, ce n'est même pas pour le patient, des fois, c'est pour soi. Parce qu'on a perdu confiance, parce qu'on est mal. OK? Ce n'est pas forcément la chose à faire et au contraire, c'est déconseillé de faire ça. Donc, l'individu se sent malheureusement infantilisé et il se sent plus humain parce qu'il n'a plus le contrôle même sur sa consommation. Donc, il faut supporter, accompagner l'individu dans sa démarche d'abstinence, être présent quand il en a besoin. S'il a besoin d'être accompagné pour des rendez-vous, le faire. Poser les limites et lui faire comprendre ce que vous acceptez, ce que vous ne tolérez pas. D'accord? S'il vous dit d'écouter, tu ne peux pas consommer devant les enfants, tu ne dois pas consommer à la maison, c'est de fixer des règles qu'on peut faire à deux. En cas de sevrage, ne pas hésiter de soutenir la personne, ça coule de source. Lui faire comprendre que vous lui faites confiance et que vous êtes présent, important, même si l'individu sait qu'il a rechuté ou qu'il… alors, c'est vraiment un jeu, on va dire, très difficile pour l'entourage parce qu'il ne doit pas être le répresseur, mais fixer les limites. Il ne doit pas être l'ami, mais accompagner. Donc, c'est toujours très difficile, c'est lui dire, écoute, je n'accepte pas ça. Maintenant, s'il y a un problème, je suis là. Et de pouvoir accompagner chaque reconsommation de la manière la plus empathique qu'il puisse être. Très difficile, très, très difficile, je l'entends. Même nous, au quotidien, même avec mes équipes, c'est compliqué de faire comprendre à mes équipes, des fois soignantes, écoutez, la reconsommer, ça ne fait pas de lui une mauvaise personne. OK? Il a du mal à gérer ses consommations. Donc, pour l'entourage qui n'est pas formé, c'est encore plus difficile de pouvoir toujours jongler entre, écoute, là, tu dépasses les limites et
ah, je comprends ce que tu vis, je comprends que tu es reconsommé ou pas. Et ne pas hésiter à se faire aider. On espère pouvoir lancer des groupes de parole et des groupes d'entraide pour l'entourage et les proches des patients qui souffrent d'addiction. Mais il existe des groupes d'entraide pour les familles déjà, qui sont disponibles en ligne, des communautés qui sont en ligne, des numéros à pouvoir contacter, etc. D'accord? Donc, l'entourage, c'est pas parce qu'on est proche du patient que c'est l'individu, c'est l'entourage qui doit porter le poids de la maladie. Non, les professionnels sont là aussi pour accompagner l'entourage. Alors, la prise en charge, du coup, elle est longue, elle est difficile. Mais pour une personne, du coup, qui accède à une amélioration, voire à une guérison, comment est-ce qu'on peut prévenir les rechutes? Très, très bonne question. Alors, quand on sort de l'addiction et quand on sort de ce tourment, de cette tornade, de cette tempête que représente l'addiction, il faut reconstruire. Et ça demande du temps. Tu l'as dit, Aude, c'est quelque chose qui est long, qui se répète dans le temps. Et là, il faut reprendre le temps de tout reconstruire. Faire le bilan de tout ce qu'on a perdu et se dire, il faut reconstruire les liens familiaux, reconstruire les liens avec l'entourage, le milieu professionnel aussi, retrouver du travail des fois. Il faut se faire accompagner sur le plan social et c'est un enjeu majeur. Sinon, c'est sûr que sur le plan du pronostic, on ne sera pas bon. Donc, reconstruire des fondations, donc, ce qui fait de moi un être humain, c'est ma communauté, reprendre les liens, revenir à l'église peut-être aussi, ok, reprendre, voilà, petit à petit, reprendre des contacts avec ceux qu'on a oubliés ou laissés de côté, et de reconstruire jusqu'au 3. Et le 3, c'est les loisirs, les habitudes de vie, le sport, l'alimentation, reprendre des activités saines. Parce que rappelez-vous, la consommation prenait une place prépondérante dans la vie du sujet qui était addict. Et quand on retire l'addiction, c'est le vide. Et souvent, on a des patients qui rechutent parce qu'ils ne savent plus quoi faire de leur vie. Ils n'avaient plus investi le quotidien. Ils ne savaient même pas qu'au bout de la rue, il y avait, je ne sais pas, une salle de sport. Ils ne savaient même pas que de l'autre côté de la rue, il y avait un atelier de poterie, de peinture qui existait. Donc, leur permettre de reprendre, de construire des fondations jusqu'au 3, ça demande du temps et il faut reconstruire. Une fois la construit, il faut consolider. Et la consolidation, c'est la mise en place de certain nombre de stratégies pour ne pas rechuter. Donc, ça veut dire quoi? Mettre à distance toutes les influences extérieures néfastes. Des fois, il faut changer d'amis. Des fois, il faut s'écarter de tout l'environnement toxique qui avait été créé, qui entretenait cet état de malaise, qui entretenait cette consommation et cette addiction. On ne peut pas faire, souvent on dit on ne peut pas faire, voilà, dans les vieux Canaries, on ne peut pas faire forcément le bon repas, j'oublie l'expression, mais c'est pour vous dire que, en gros, on ne peut pas se reconstruire dans un environnement dans lequel on a été mis autant en difficulté, et surtout avec des personnes qui nous ont mis en difficulté. Donc, ça veut dire qu'il faut s'écarter, du chemin des moqueurs, il faut s'écarter de l'influence des personnes qui nous ont entretenus, des fois même poussés dans la consommation. Éviter les lieux ou les situations à risque aussi. J'ai un patient qui, chaque fois qu'il voit l'écriteau alors c'est même pas un bar, comment ça s'appelle, les buralistes, ok? Dès qu'il voit la petite lumière marquée, voilà, bureau de tabac, etc., ça lui donne envie de consommer. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé? Il change de chemin pour rentrer à la maison. On change de chemin. Itinéraire bis. On met Waze, on demande un autre itinéraire. OK, donc, ça paraît tout bête parce que notre cerveau, il est conditionné des fois, et des fois dans le mauvais sens. Donc, il faut pouvoir déshabituer, retirer tout ce qui nous pousserait à rechuter. Apprendre à gérer la frustration aussi, parce que, comme je le disais, tous les sentiments négatifs vont emmener l'individu à faire le chemin, prendre la voie rapide et aller à la solution immédiate qui était la substance. Donc, gérer sa frustration, apprendre à gérer les émotions négatives, apprendre à pouvoir se retrouver face à ses émotions et de gérer cela, c'est primordial. D'accord? Et ça demande du temps, ça demande de réapprendre. C'est un changement de vie total. Des fois, il demande même de déménager, c'est pour vous dire.
OK? S'il faut des fois quitter Paris, aller à Montpellier, je suis prêt, ma valise est prête. Et je suis sûr que quelqu'un va me recevoir à l'église de Montpellier. Donc, ça fait partie du changement de vie qui est nécessaire pour justement consolider cette nouvelle vie qu'on a voulu mettre en place pour s'en sortir de cette addiction. Alors, un célèbre proverbe que j'aime beaucoup dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, comment on peut prévenir le développement d'une addiction pour éviter d'avoir à rentrer dans ce processus de guérison? Mes amis, ça, c'est mon leitmotiv que je pousse énormément quand je fais ce genre de présentation. Pour parler de l'hygiène psychique, nous ne sommes pas à l'abri de nous retrouver dans ces situations. Si nous ne mettons pas en place un certain nombre de concepts et de principes, mais pas principes au sens dogmatique, mais vraiment parce qu'on croit à l'efficacité, parce qu'on est conscient et on comprend ce que nous faisons, ce sera un puissant outil pour nous prévenir de tomber dans une addiction. Donc, il faut assainir ces activités. C'est-à-dire que faire en sorte que dans le quotidien, dans ce que nous allons mettre en place, soit le plus sain possible, le plus à distance de toute déviance possible. Donc, assainir ses activités au quotidien, assainir ses relations aussi. Quand on vit dans quelque chose de toxique ou qu'on a développé avec des gens des liens qui sont mauvais et néfastes, il faut assainir ses relations. Et souvent, et c'est ce qu'on dit, mais il est gentil, c'est pas mauvais. Mes amis, 1%, c'est souvent ce que disait mon père pasteur, disait 1% de mal et 99% de bien, ça donnera toujours quelque chose de mal à la fin. OK, donc il n'y a pas d'effet compensatoire. Si on identifie un danger, il faut le fuir, ce danger. Donc, assainir ses relations, ça fait partie de l'hygiène psychique. Identifier les facteurs de consommation et de rechute aussi, c'est se dire, je sais que je suis vulnérable, je sais que je ne sais pas gérer. Il faut pouvoir, ça demande du temps d'introspection, hein. Mais il faut identifier les facteurs de risque que j'ai évoqués là en préambule, OK, pour anticiper, pour éviter que je puisse développer cela. Se déculpabiliser. Pour moi, la culpabilité est quelque chose qui gangrène notre cerveau à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on s'en veut, on regrette beaucoup. Et c'est une des premières choses que je dis aux patients quand ils rentrent dans mon bureau. Je dis, est-ce que vous avez laissé la culpabilité dehors? OK, parce que ici, pas de culpabilité. Et pas de regret, pas de « oh mince, j'ai repris une consommation, oh mince, voici ce que j'ai fait ». Non, il faut être transparent et de pouvoir, parce que la culpabilité vient, on va dire, c'est l'engrais qui fait pousser la souffrance en permanence chez l'être humain. Et des fois, on utilise de la mauvaise façon nos croyances religieuses aussi pour culpabiliser. Et c'est là où nous devons faire attention et faire bon usage également de nos croyances religieuses, de notre foi, pour justement pas culpabiliser, mais déculpabiliser. Hein, et emmener l'individu à pouvoir avoir envie de changer et de se rapprocher de nous. Et l'hygiène psychique, c'est d'en parler à son entourage aussi, lutter contre l'isolement, très important. Okay? La communication est la clé de tout, c'est le fondement, et se sentir libre de pouvoir en parler, de pouvoir trouver une oreille qui est aguerrie ou moins aguerrie. Mais ça fait partie vraiment de cette hygiène psychique que nous devons mettre en place au quotidien pour anticiper justement toute déviance et toute addiction. Là, c'est la partie et Dieu dans tout ça, c'est ça? Exactement. Exactement, parce qu'il y a une question qui se pose, alors que je vais terminer cette présentation, et que la transition a été toute faite quand on parle justement de la notion de culpabilité, c'est que Dieu nous apporte un certain nombre de réponses aussi également. Pour certains d'entre vous, ou pour une grande majorité, nous sommes croyants. La notion d'addiction peut être des fois très stigmatisée, peut être tabou, peut être cachée. Et rappelons-nous, tout ce qui est caché a la tendance à grandir d'une rapidité extraordinaire. Et nous devons pouvoir créer, et Dieu nous donne les outils pour pouvoir, au travers de la communauté religieuse, de pouvoir créer cet environnement sain pour à la fois prévenir, mais aussi
accompagner ceux qui sont dans cette souffrance psychique et qui sont justement dans cette addiction par moment. Et la notion de prière, de croyance a une légitimité toute trouvée. Elle n'est pas à mettre en opposition par rapport aux soins. On peut parfaitement faire cohabiter et au contraire, c'est une force pour le croyant, c'est une force pour le chrétien, pour l'adventiste du 7e jour, de pouvoir justement s'appuyer sur ce en quoi il croit. Parce que science et croyance et religion sont les bras armés, j'ai envie de vous dire même, de Dieu pour donner du sens, donner une compréhension de ce qui se passe, de l'être humain également. Donc, prier, ce n'est pas être en opposition avec la science, avec les soins. Aller voir le médecin, ce n'est pas être en opposition avec mes croyances personnelles, ce n'est pas faire preuve de faiblesse, ce n'est pas faire preuve de manque de foi. Au contraire, c'est manifester sa foi en action, c'est agir également, c'est prier, agir jour après jour. Donc, ça fait partie d'une prise en charge intégrante et une des lumières que Dieu nous a données également pour pouvoir mieux comprendre l'individu. Et j'ai envie de vous dire que la prière et la foi, la méditation, c'est une forme de psychothérapie parce que on exprime à Dieu notre souffrance. On est en train de moduler nos circuits neurobiologiques parce que rappelez-vous, hein, on peut venir agir sur le cerveau avec des médicaments, mais au travers du comportement que je vais faire, je suis en train de rééduquer mon cerveau. Je n'ai pas envie de le faire, hein, mais je suis en train de rééduquer mon cerveau. Je répète des pensées, je répète des actions. Et au travers de la prière, au travers d'une méditation, je suis en train d'exercer, on parle de l'exercice de la foi, mais là, on est en train d'exercer réellement nos circuits neurobiologiques, on est en train de rééduquer notre cerveau et lui permettre d'accéder à cet apaisement que la foi apporte. Et mes amis, les scientifiques ont tellement réfléchi sur ceux qui croient. C'était une curiosité pour la science de s'intéresser à ceux qui ont une foi, tellement qu'ils ont développé des techniques de psychothérapie inspirées de nos prières qui s'appellent le mindfulness, c'est la méditation. Donc, on apprend aux patients, en dehors de toute foi, à pouvoir se concentrer sur leurs pensées, à pouvoir expérimenter, de verbaliser leurs souffrances, de pouvoir en parler sans l'adresser à un Dieu ou quoi que ce soit. Hein. C'est des choses qu'on apprend aux patients. Mais les scientifiques se sont inspirés des gens qui croient, des gens qui ont la foi pour pouvoir développer cette psychothérapie. Donc, mes amis, nous avons à notre disposition un outil fantastique au travers de la prière. Et c'est vraiment quelque chose de fantastique. Il y a des belles études qui montrent chez les croyants comment la modulation des circuits neurobiologiques se fait. Donc, Dieu n'a jamais laissé son peuple sans rien. Même si par moment on a l'impression d'être épuisé par les soins et que peut-être que certains patients ont du mal à s'en sortir, ça fait la 5e cure, la 10e cure, on ne s'en sort pas. Dieu n'a pas laissé son peuple sans solution. Et souvent, vraiment, et le message d'espoir qui réside au travers de la Bible est fantastique parce que Dieu ne nous abandonne pas et qui dit dans Ésaïe 49, verset 14 à 16, qui dit « Si on disait l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. » Et là, on dit au verset 15, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé où? Sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. » Dieu ne nous oublie pas dans notre souffrance. Dieu nous apporte des aides. Dieu nous aide à pouvoir nous positionner par rapport à tout cet afflux de connaissances que nous avons reçues aujourd'hui et nous dit, tout cela fait partie également de mon plan. Tout cela sont les outils que Dieu apporte à son peuple pour pouvoir accompagner ceux qui sont dans la souffrance, parce que Dieu ne nous oublie pas. Mes amis, alors que je vais terminer, c'est pour dire que personne n'est à l'abri de la souffrance psychique. Personne n'est à l'abri de développer une addiction. L'addiction est une maladie. L'addiction est un trouble mental curable. Donc, il faut apprendre à le repérer. Et aujourd'hui, je vous ai donné les outils pour repérer, mais aussi déstigmatiser. Si dans vos familles, dans nos familles, nos enfants, nos conjoints sont justement dans cette souffrance, nous avons les outils pour pouvoir les accompagner. Il ne faut pas venir stigmatiser à coup de culpabilisation. On peut être des fois très dans la facilité pour faire des raccourcis parce que ça nous fait tellement peur qu'on ne sait pas gérer. On dit, écoute, c'est pas bien, Dieu n'a dit de ne pas faire ça, débrouille-toi avec Dieu. On peut être des fois dans cette fuite, mais Dieu nous donne la connaissance. Dieu donne la connaissance à son peuple pour accompagner ceux qui sont dans la souffrance.
pas s'en décharger, accompagner. Donc, déstigmatiser et orienter ceux qui souffrent. Se rapprocher des professionnels de santé qui sont formés, il en existe, d'accord? Il y a des listes à disposition dans chaque région. D'ailleurs, je connais très bien les collègues de Montpellier aussi. S'entourer de personnes bienveillantes et empathiques. OK? Si vous souffrez d'une addiction et que une porte, vous êtes retrouvé face à une porte fermée, ça ne veut pas dire que l'église est fermée. Ça veut dire que vous êtes tombé juste sur une porte fermée. Il existe d'autres personnes. Il faut juste trouver la bonne personne. Et souvent, je le dis aux patients, vous avez peut-être échoué jusqu'à maintenant, mais il ne faut pas hésiter à trouver le bon thérapeute, la bonne structure, la bonne formule. Et chaque nouvelle tentative est une victoire et vous rapproche de la victoire finale. Donc, s'entourer de bonnes personnes, bienveillantes et empathiques, et bien évidemment, la foi, la spiritualité, les croyances et la prière sont des outils complémentaires, excusez-moi, à disposition de celui qui souffre, mes amis. Je vous remercie de votre attention. Merci, merci beaucoup, Bernard, pour tout cet apport. Alors, j'ai noté quelques questions sur le chat Zoom. Sur YouTube, il n'y en a pas eu, donc je vais te poser les questions qui sont sur, Très bien. qui sont sur Zoom. Alors, la première, certains troubles neurologiques, TDAH par exemple, bipolarité, peuvent-ils induire de tels comportements? Yes, exactement. C'est un des symptômes. Alors, c'est les deux choses qu'on dépiste. Je demande à tous mes étudiants quand ils sont dans le service de dépister systématiquement le TDAH. Donc, le TDAH, c'est quoi? C'est un trouble neurodéveloppemental qui se manifeste souvent chez l'enfant par une hyperactivité. C'est des enfants hyperactifs qui ont des difficultés à se concentrer. D'accord? Donc, ces enfants qui développent ce trouble-là, quand ils arrivent à l'âge adulte, si le trouble n'est pas bien traité, le trouble persiste et auront tendance à consommer et de développer des addictions. Donc, le TDAH, ça fait partie aussi du tableau clinique. Et les sujets qui souffrent de bipolarité, la bipolarité, c'est quoi? C'est le sujet qui expérimente des périodes de grande dépression et des périodes de grande euphorie. Donc, bipolarité, donc deux pôles, le pôle triste, le pôle euphorique, et qui, dans ces périodes à la fois de dépression et des périodes justement où il est en état maniaque, donc tout va très bien, il est le roi du monde, aura tendance à se jeter sur les substances. Donc, ça fait partie des symptômes, en effet, qu'il faut rechercher. Ils auront une grande facilité à aller développer des addictions. Donc, c'est une très bonne question. C'est les deux troubles en plus qu'on demande à mes étudiants de dépister systématiquement. D'accord. Alors, je vois qu'il y a une personne qui a levé la main, Caro L. Vous pouvez intervenir. Oui, bonjour, j'ai bien levé la main. Oui, j'avais une question au professeur. Est-ce que quand on nous a détecté un déréglage hormonal, ça peut nous emmener à l'addiction, qui est le sucre, par hasard pour moi? Alors, dérèglement hormonal, il y a pas mal de choses hein, que ça peut aller de problèmes du métabolisme même du sucre. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Oui, il est possible. Alors, il y a deux choses. Le dérèglement hormonal peut faire que l'individu se jette sur le sucre. Alors là, ce n'est pas une vraie addiction. C'est plutôt une appétence augmentée au sucre. C'est l'individu qui aura des fringales, qui va se jeter sur tout ce qui est sucré pour compenser un certain nombre de choses. Mais là, on n'est pas dans le cas d'une addiction. C'est vraiment, en effet, complètement lié au phénomène hormonal que l'individu subit, mais ça peut être aussi dû au traitement qu'il reçoit pour le problème hormonal. D'accord? Donc, moi, je n'ai pas eu de traitement jusqu'à là. J'ai été détectée cela. Peut-être que... on m'avait fait des examens pour voir si j'étais, monopausée, que ce n'était pas le cas, alors que j'ai perdu les règles. Et je me suis rabattue sur le sucre alors que je détestais tout ce qui était sucré. Ben, c'est possible, c'est tout à fait possible. Alors, justement, il faut discuter avec le médecin pour voir ce qu'il ne faut pas traiter le problème hormonal et que ça pourrait largement réduire cette appétence pour le sucre. Donc, à réfléchir. C'est ça, traiter le problème peut juste emmener avoir une répercussion sur la consommation de sucre. Voilà. Ok, je vous remercie. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, une autre question. Est-ce qu'on peut parler d'addiction au téléphone ou aux réseaux sociaux?
Alors, c'est très intéressant parce que c'est mon cheval de bataille. Et alors, j'ai laissé pour l'instant ce projet-là, mais sur le livre que je suis en train d'écrire, mais qui porte justement sur l'addiction aux réseaux sociaux. C'est une catastrophe. Alors, ce n'est pas encore rentré dans nos classifications, mais il existe ce qu'on appelle le FOMO, qui est Fear of Missing Out. Ça veut dire quoi? C'est les gens qui sont tout le temps connectés sur le téléphone de peur de rater une information. D'accord? C'est un symptôme comme ça qu'on a repéré et qui est impressionnant. Alors, on n'est pas encore à l'heure actuelle, notre niveau de connaissance n'est pas suffisant pour pouvoir se positionner pour dire que ça crée une addiction. Par contre, ça crée énormément de déviance cognitive. Ça veut dire quoi? C'est que les réseaux sociaux viennent moduler notre rapport au monde et nos relations. C'est-à-dire qu'on peut vivre une relation sentimentale virtuelle de manière encore plus intense que si c'était une vraie relation qu'on vivait avec un être humain en chair et en os devant nous. La puissance du virtuel, la puissance des réseaux sociaux est quelque chose de dangereux. Je ne peux pas encore l'authentifier, mais les générations qui sont en train d'arriver, les jeunes qui sont en train d'arriver, ont de réelles difficultés scolaires, mais aussi des réelles difficultés relationnelles. D'accord? Parce que les réseaux sociaux ont créé une notion d'immédiateté. Vous vous rappelez les deux piliers que j'avais évoqués sur la société, l'obligation de bonheur et les réseaux sociaux, la spécificité des réseaux, c'est de nous faire comprendre que la vie que nous menons n'est pas satisfaisante. Et là, on est exposé à ce moment-là à l'envie de devoir tout le temps changer et de toujours vouloir répondre à ce besoin impérieux de tout le temps d'immédiateté, de bonheur. Il faut être heureux, il faut ressembler à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas encore une addiction, mais c'est un comportement déviant que je dénonce fortement, qu'il faut moduler, qu'il faut contrôler. Et je vous dis, dans 10-15 ans, on reprend rendez-vous et ce sera dans les classifications. D'accord. Oui, ça c'est un sacré problème. Oui, vraiment. Alors, il y a une suite à la question de Lynn, donc je vais te la poser de suite. Quelle solution pour les personnes ayant un TDAH est traitée par méthylphénidate? Alors, la grande question, c'est de comprendre, est-ce que c'est des patients qui sont bien traités? Des fois, ils ne sont pas forcément bien traités, ceux qui sont sous méthylphénidate. Donc, il faut bien évaluer les choses pour savoir est-ce que justement tous les symptômes sont contrôlés par le traitement. Et si ce n'est pas le cas, il faut à tout prix reconsulter parce que l'addiction est un vrai symptôme du TDAH non équilibré. Donc, il faut des fois bien équilibrer le TDAH. Et si l'addiction est présente, il ne faut pas hésiter à aller voir un addictologue aussi pour prendre en charge l'addiction. D'accord? Il faut traiter le TDAH. Des fois, l'addiction se surajoute au TDAH parce que les sujets sont vulnérables, mais il faut aller voir un addictologue aussi si il y a besoin pour compléter le travail, quoi. D'accord? Donc, deux choses, bien équilibrer le traitement psy et aussi prendre en charge l'addiction. Merci. Alors, question suivante, l'addiction au sucre est donc un mythe? Alors, j'ai une collègue d'Angers qui va me taper sur les doigts s'il me dit ça. D'ailleurs, on a un congrès d'addictologie dans 2 semaines où ça fait partie des thématiques qu'on veut aborder. Non, pour l'instant, l'addiction au sucre n'est pas à proprement parler dans les classifications. C'est dans les sujets à controverse. Hein. C'est dans les sujets à controverse. Parce que souvent, dans l'addiction au sucre, on a déjà retrouvé beaucoup de sujets qui ont des problèmes hormonaux, des choses comme ça. Mais rappelez-vous, pour qu'il y ait addiction, il faut que ça remplisse tous les critères. Le fait de tout le temps avoir envie de prendre du sucre, ça ne suffit pas pour poser un critère d'addiction. Rappelez-vous, il faut qu'il y ait un retentissement négatif. Si à cause du sucre, vous avez développé un diabète, d'accord, et si à cause du diabète, vous continuez à prendre du sucre malgré le fait qu'on vous ait diagnostiqué un diabète, là, on est dans une addiction. Vous voyez la différence? Donc, le fait d'avoir tout le temps envie de prendre du sucre et d'en consommer, ça n'est pas encore une preuve d'addiction au sucre. Il faut vraiment faire attention. Il y a la notion de retentissement, d'intensité. Est-ce qu'il y a quelque chose de progressif dans le sens que vous consommez de plus en plus de sucre? Ouais, il y a tous ces paramètres-là qu'il faut conjuguer, qu'il faut pouvoir confronter pour poser le diagnostic. Ce n'est pas un mythe, mais ça demande vraiment de bien investiguer les choses patient par patient et on n'est pas encore à l'ordre c'est pas encore à l'ordre du jour de le mettre dans nos classifications. D'accord, merci. Alors,
Alors, quelle alternative aux substances mentionnées comme source de dépendance, mais qui sont des traitements médicaux? Oui. Alors, en effet, il y a deux types de traitements. Il y a des traitements médicamenteux qui vont diminuer l'envie de consommer. D'accord? Dans l'alcool, c'est ce qu'on met souvent. Mais dans certaines addictions, comme l'addiction aux opiacés, à l'héroïne, on met en place des traitements de substitution. Ça veut dire quoi? Ces addictions sont tellement fortes qu'arrêter brutalement peut être dangereux pour la santé des patients. Du coup, qu'est-ce qu'on a créé? C'est un truc très franco-français maintenant qui est vraiment maintenant déployé dans le monde. C'est qu'on met en place une substitution. On met en place une molécule qui ressemble à la substance qui est toxique, mais du coup qui a un profil non toxique, normalement. D'accord? Donc, c'est-à-dire que, par exemple, quand on prend de l'héroïne, on peut mettre un traitement de substitution, comme ce qu'on appelle de la méthadone ou de la buprenorphine. Les noms ne sont pas forcément à retenir, mais c'est pour vous dire qu'il y a possibilité de remplacer la molécule néfaste par son cousin, qui est on va dire, le cousin gentil, quoi. D'accord? Bien évidemment, comme toute substance qui touche le psychisme, il y a des dérives. Il y a des patients qui vont laisser l'héroïne, mais qui vont faire du mésusage, qui vont faire du détournement du traitement de substitution. Donc, deux types de traitements, des traitements qui aident à vraiment arrêter, comme on utilise dans l'alcool, et d'autres traitements pour remplacer la molécule. Je ne suis pas trop adepte de ce type de remplacement, même si je le prescris sans problème, hein, mais chez les primo-prescriptions, c'est-à-dire les patients qui arrivent, je leur dis, écoutez, je vous hospitalise et on essaie de tout arrêter brutalement. Vous allez en baver, vous serez très, très mal. On va gérer, les premières semaines vont être très difficiles parce que l'autre alternative, c'est une molécule qui va remplacer. Et quand on remplace une molécule par une autre, à ce moment-là, c'est des traitements qui restent pendant des années. Et c'est ça le risque, c'est de dire aux patients que si on substitue la drogue par ce traitement-là, ben le traitement, les patients ont du mal à l'arrêter au final et développent une forme d'addiction à ce traitement-là. Donc, vous voyez, c'est le chien qui se mord la queue, même si le profil de tolérance, c'est-à-dire que la substance n'est pas dangereuse, mais elle est addicte. OK? Pas aussi dangereuse que l'héroïne, mais elle a un risque d'addiction. Donc, voilà, c'est les types de molécules qui existent, traitement de substitution. D'accord, merci. Michel a levé la main, donc Michel, tu peux prendre la parole. Bonjour et merci. Bonjour. Alors, ma question n'est pas vraiment en lien direct avec le sujet, mais par rapport au TDAH. Oui. J'aurais voulu savoir s'il existe une alternative au Quasim pour les jeunes enfants qui ont un TDAH. Parce que par rapport aux petites recherches que je fais, vu que je suis la maman, je vois que dans les autres pays, en Suisse, en Israël, ils m'ont l'air d'être plus intéressés par ce trouble-là et du coup, de proposer d'autres alternatives et d'autres angles de vue, pas forcément la médication. Et enfin, bon, là n'est pas le sujet, mais en France, comme l'intérêt n'est pas marqué, du coup, c'est quelque chose qui reste figé un petit peu, j'ai l'impression. Ou est-ce que peut-être qu'il commence à y avoir... Oui, alors oui. Moi, je ne suis pas un spécialiste du TDAH, d'accord? Je ne suis pas un spécialiste du TDAH. J'ai des collègues qui travaillent là-dessus, mais ce qu'il faut se dire, alors pour l'instant en France, ce qui est autorisé, en effet, c'est le Quasil, la Ritaline, c'est le méthylphénidate, d'accord? Mais je vais être très rapide, hein, comme ce n'est pas en effet le sujet d'aujourd'hui. Maintenant, les collègues suisses et autres, allemands, etc., ont 10 fois plus de moyens qu'en France. Le gros problème, c'est que la santé mentale était le parent pauvre en France. Alors que les addictions en France, les traitements psy n'ont pas été la priorité pendant un bon nombre d'années. OK? Maintenant, il y a un changement de cap qui est en cours, d'accord, avec des moyens qui sont mis à la disposition des équipes soignantes. Ça demande du temps. Maintenant, rien n'empêche de se rapprocher sur certains centres experts. Sur Montpellier, je ne connais pas de collègues qui travaillent spécifiquement sur le TDAH. C'est plutôt ils sont à l'opposé, ils sont à Lyon, rien à voir. Et je ne sais pas, non, Toulouse non plus. Il y a le docteur Lopez à Montpellier.
À Montpellier, d'accord. Donc, ça, c'est ses collègues qui travaillent là-dessus. Mais voilà, il faut se rapprocher des centres universitaires. C'est ce que je peux vous conseiller. Si les enfants sont en difficulté, les centres universitaires ont une expertise pour réfléchir là-dessus et vous proposer des solutions alternatives. Ça, c'est sûr et certain. D'accord? Donc, se rapprocher des services universitaires sur le CHU, etc., ça vaut le coup de pouvoir poser la question. Mais je ne suis pas un spécialiste du TDAH, je ne saurais pas vous dire si les nouvelles méthodes alternatives qui existent dans le domaine. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est vrai que le TDAH, c'est un sujet qu'on nous a déjà demandé. Donc, l'année prochaine, Dieu voulant, on aura sûrement dans nos propositions de rencontre. Alors, on continue au niveau des questions. Est-ce que j'ai rien sauté? C'est bon. Que pensez-vous des prises en charge des patients par hypnose, piqûres, etc.? Si vous y croyez, allez-y. Si vous n'y croyez pas, n'allez pas. Ça veut dire, c'est mon message, il est clair. Alors, c'est les prises en charge, l'acupuncture notamment. J'ai des infirmières qui en font dans le service. Il y a une petite étude que j'ai trouvée dans le domaine pour justifier son utilisation. C'est des techniques qui demandent, qui jouent énormément sur l'effet de suggestion. Dans le sens où, alors l'hypnose médicale, hein, c'est pas l'hypnose en mode c'est un magicien qui vous hypnotique, hein, ça n'a rien à voir. C'est vraiment des techniques de psychothérapie qui sont utilisées, de suggestion, voilà, de conditionnement sensoriel, c'est-à-dire on met l'individu dans un pas un état, mais c'est qu'on conditionne son environnement au niveau des sens, du toucher, du ressenti pour lui permettre de réaffecter ses émotions. Bon, c'est des techniques qu'on utilise. Les études à notre disposition, je parle comme un scientifique, comme un congrès, ne nous permettent pas de recommander à 100% des patients ces techniques. Pour quelle raison? Il faut que… Alors, certains patients ont besoin d'être conditionnés dans le sens que nous avons tous nos croyances. Dans le sens que moi, je suis très cartésien, je sais que si j'y vais, j'aurais du mal à être vraiment réceptif à ce genre de technique. Même chose pour l'acupuncture, c'est des choses qui fonctionnent chez certains patients. Je ne peux pas dire le contraire. OK? Maintenant, c'est des choses qui fonctionnent à petite échelle et dans un laps de temps réduit. C'est-à-dire que quand on regarde les études, les patients rechutent dans les 2 ou 3 semaines après avoir arrêté. D'accord? C'est ça que je peux vous dire. Actuellement, l'efficacité de ces techniques, notamment dans le tabac, permettent l'arrêt de la consommation, très bien. Mais par contre, il y a une rechute très rapide à 2 ou 3 semaines sur ces techniques alternatives comme l'acupuncture et l'hypnose. Voilà. Donc, si vous y croyez, si c'est quelque chose que, voilà, l'acupuncture, ça a déjà marché sur les douleurs, des choses comme ça, vous pouvez y aller parce qu'il y a une grande part. Le psychisme, c'est ça. Hein, c'est le psychisme, il est fantastique parce que ce qu'on appelle effet placebo, il existe. Ce n'est pas un effet fake. Hein, c'est l'effet placebo, c'est la capacité du cerveau de pouvoir engendrer dans le corps et dans l'esprit des modifications. Okay? C'est fantastique, c'est quelque chose qui a été authentifié. Donc, si vous y croyez, c'est-à-dire que si la part placebo chez vous est forte, vous y allez. Voilà. OK. Alors, il existe. question. C'est pas un effet fake, hein? Oui, oui, il existe. Je ne suis pas en train de dire, justement, je vous en train de dire que l'effet placebo n'est pas un effet fake, c'est quelque chose qui est authentifiable, maintenant qui n'est pas reproductible. C'est-à-dire que il est sur un plan neurobiologique poussé, etc. Vous allez faire passer chez 10 personnes une hypnose, les 10 n'auront pas la même activation neuronale. C'est pour vous dire que ça. Il y en a un qui va répondre, oui, et il sera vraiment réel, mais il ne va pas répondre chez 10 personnes. C'est juste ça. OK. Merci. Alors, juste un instant, je colle une question. Voilà. Alors, question suivante. Les addictions ont-elles un lien avec… non, ça je l'ai déjà posé, avec les dysbioses. Non, je ne l'ai pas posé celle-là? Non. Ah ben voilà. Les addictions ont-elles un lien avec les dysbioses? Non, pas forcément. Non? Non, non, D'accord. non, simplement. OK. Alors, qu'est-ce que c'est une dysbiose? Moi, je ne sais pas du tout. C'est tout ce qui est modification si vous me dites si je me trompe, hein, modification intestinale, les choses comme ça. Je C'est crois. un
trouble de l'équilibre du microbiote. C'est ça, exactement, sur le plan intestinal. Alors, non, alors il y a, sur le plan thérapeutique, alors il y a des modifications. Oui, on observe des modifications du microbiote, oui, par les consommations, notamment d'alcool, oui. Maintenant, le traitement alors, c'est hyper complexe, hein, là, à l'heure actuelle, les connaissances ne nous permettent pas encore de dire qu'en traitant la dysbiose, on va traiter l'addiction. D'accord? C'est beaucoup plus développé dans les troubles de l'humeur, la dépression, hein, la modification du microbiote, etc. Maintenant, dans l'addiction, les collègues de Belgique et de Louvain, notamment le professeur de Timari, travaillent beaucoup sur justement le microbiote dans les addictions. On sait qu'il y a une modification du microbiote dans les addictions. Maintenant, est-ce qu'en les traitant, on va réussir à traiter l'addiction? À l'heure actuelle, on ne peut pas encore le dire. On ne peut pas encore le dire. C'est pour ça que je dis non, volontairement, mais la recherche est à fond là-dessus. D'accord? Le microbiote, on est à fond là-dessus. Là. Merci. Alors, casque de décharge électrique et recommandations. Les recommandations d'Ellen White de ne pas introduire une source d'électricité extérieure dans le corps. Bonne interrogation. D'accord. À ce moment-là, il faut qu'on sorte tous et qu'on aille tous vivre dans une forêt. Ce serait génial. Et je suis désolé, ça me casse les bras ce genre de questions parce que notre cerveau est électricité, notre corps est électricité. Un corps qui est modifié et altéré par le péché, un corps la pensée est altérée par tout ce qui sort, tout ce qui entre. À ce moment-là, nous ne devons plus vivre. C'est-à-dire que la stimulation, regarder, c'est faire entrer des informations, des photons. Je vais pousser le truc loin, hein. C'est aller titiller le cerveau de manière aussi artificielle. OK, donc nous sommes électricité, nous sommes modification neuronale, de tout ce que vous voulez. Venir modifier et de moduler, surtout, moduler l'intensité neuronale et électrique du cerveau, c'est la même chose que d'aller modifier votre alimentation, c'est la même chose que d'aller prendre un traitement médicamenteux, c'est la même chose que de faire une pratique comportementale pour moduler. Bien sûr qu'il y a des effets qu'on ne maîtrise pas dans le sens qu'il y a des effets secondaires, effets indésirables, parce que voilà, mais le bénéfice, la balance bénéfice-risque, d'accord? Je ne parle pas de la balance bénéfice-risque, elle est largement en faveur de la stimulation parce qu'il y a des patients qui sont dans une telle souffrance. Vous imaginez même peut-être pas des souffrances psychiques et des souffrances sur le plan addictologique telles qu'il faut dans l'urgence aller bloquer. Souvent des patients qui sont suicidaires notamment, c'est les critères aussi de stimulation cérébrale électrique, des patients qui veulent se tuer, qui ne maîtrisent plus rien, il faut en urgence aller traiter ces patients-là. Et on n'a pas le temps d'attendre un traitement. Donc, il faut par moment faire, alors ce n'est pas des décharges électriques, c'est pas on ne balance pas, on vous branche pas sur la centrale électrique de la région, on est en train de juste envoyer un influx électrique qui est maîtrisé, de courte durée, pour justement permettre de traiter ces patients. D'accord? Mais je suis intéressé du passage où Mme Ellen White dit de ne pas envoyer de l'électricité dans son corps. Je ne connaissais pas celle-là. Merci beaucoup. Merci. Alors, question suivante. Donc, à la base de potentiel addict, alors je lis la question, on va essayer de la comprendre. À la base de potentiel addict, n'y a-t-il pas un déni, un échappatoire à une réalité dans notre vie qui est insupportable, une fuite à des traumatismes de l'enfance, entre parenthèses, abus, etc., qui pourrait être évité si la personne pouvait en parler, être soutenue, épaulée. Okay. Exactement. C'est tout l'enjeu. Vous vous rappelez, on parlait des vulnérabilités tout à l'heure, justement, de se dire, est-ce que l'addiction arrive chez tout un chacun? Non. En effet, il y a une grande littérature, beaucoup de documentation sur la notion de traumatisme dans l'enfance, la notion d'agression, de négligence durant l'enfance que les personnes qui sont addictes ont expérimenté. Et à ce moment-là, la consommation va arriver comme un échappatoire, se dire, en fait, j'ai besoin d'oublier, j'ai besoin d'anesthésier mon cerveau
Et la notion d'automédication arrive à ce moment-là. C'est-à-dire que l'utilisation de la substance va jouer le rôle d'une forme de fuite. En fait, ça permet à l'individu de fuir complètement sa réalité. Donc, il y a une fonction à ça. Et c'est vrai que quand on arrête la consommation, c'est là qu'on voit exploser complètement des souvenirs ou des choses qui étaient complètement refoulées. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant, parce qu'en effet, si l'individu pouvait parler, avait pu accéder à des soins adaptés ou accéder à un environnement qui soit plus réceptif, bien évidemment qu'on aurait pu prévenir largement la chute vers l'addiction et cette perte de contrôle totale. D'accord? Donc, c'est l'enjeu, il est majeur, il est autour de ça, c'est que qui dit addiction dit qu'il y a peut-être une fonction d'anesthésien et de traumatisme derrière tout ça. OK? C'est une très, très bonne question. Bernard, est-ce que tu peux arrêter le partage? Oui, pardon. OK. Voilà. OK, comme ça, on se voit Et- tous. Alors, le refus scolaire anxieux peut-il faire le nid d'une addiction? De même, une surconsommation des écrans peut-elle être le nid de la phobie scolaire? Alors, c'est souvent la question de l'œuf et la poule. C'est de se dire que qu'est-ce qui déclenche quoi et qu'est-ce qui est à la base de quoi. Phobie sociale, phobie scolaire sont en effet le terrain parfait pour les addictions. Comme pour les traumatismes qu'on a évoqués, c'est un système de fuite. D'accord? C'est l'individu de s'anesthésier, il trouve du plaisir initialement et là, il a une perte de contrôle. D'accord? Donc, souvent, et le gros problème, c'est que la consommation peut venir aggraver le trouble de la phobie scolaire. C'est pour ça que je dis le chien qui se mord la queue, c'est que souvent, on a un effet rétroactif où la consommation vient aggraver le trouble. À ce moment-là, toujours ce qu'on recommande, c'est de prendre en charge en même temps les deux troubles, c'est-à-dire qu'il faut traiter la phobie et traiter aussi l'addiction. Et donc, le fait de rester sur les écrans, ça peut répondre aussi à un échappatoire. Hein. OK, il faut vraiment faire attention. Souvent, chez les adolescents, chez les enfants, la question des addictions ou de comportements déviants, il faut vraiment se poser la question de se dire, très bien, pourquoi ça arrive? Pourquoi ça arrive? Qu'est-ce qui, dans le système, l'environnement de l'enfant, favorise tout ça? Donc, il faut avoir une réflexion très globale. Et en fait, on dit souvent que les ados ne sont pas addicts, ils sont juste souffrants de leur système et dans le contexte de vie. D'accord? Mais bon, ça, c'est quelque chose de très idéologique. Mais chez les ados, surtout, il faut faire attention parce que ça peut manifester une souffrance qui est plus contextuelle et environnementale. D'accord, merci. Dans les pathologies lourdes nécessitant des traitements antalgiques forts, comme l'endométriose ou la polyarthrite rhumatoïde, est-ce qu'il y a des moyens de limiter le risque d'addiction? C'est très, très difficile de prendre en charge, justement, j'ai envie de vous dire, priorité au direct, quoi. C'est-à-dire que si vous avez mal, il faut traiter le mal. Il faut prendre des antalgiques. OK? Selon les doses qui sont recommandées. Toujours, possibilité dans un intervalle plus ou moins important, hein, ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins, mais dans les doses recommandées, parce qu'on sait globalement que les doses qui sont recommandées limitent le risque d'addiction. Après, ce n'est pas une règle, comme toute règle, ce n'est pas 100% vrai. Il y a des sujets, même avec les doses qui sont recommandées, pour les antidouleurs, peuvent développer une addiction. Donc, les recommandations, c'est quoi? Classiquement, c'est prendre l'antalgique uniquement quand on a la douleur. Une fois que la douleur disparaît, il faut arrêter l'antalgique. Il ne faut pas traîner avec ça à la maison, parce qu'on a tendance à vouloir s'automédiquer. Et évidemment, consulter pour traiter le mal, trouver la bonne formule. OK? Mais un antidouleur, un antalgique qui est pris dans le laps de temps uniquement de la douleur, d'accord, qui se fait dans l'endométriose, je ne suis pas non plus gynéco, mais qui se fait dans un laps de temps précis, doit être traité uniquement dans ce laps de temps, et après, on arrête l'antalgique. Quitte à répéter ces formules-là, hein, tout est pensé pour limiter le risque d'addiction dans la prescription initiale, d'accord? Les doses et la durée. Merci. Alors, maintenant, on passe à une autre question. Alors, la masturbation est-elle une addiction ou peut-elle conduire à développer une addiction? La personne concernée en souffre mais ne sait pas s'arrêter.
comme toujours la question qu'on pose, c'est de se dire que quelle est l'intensité et quelle est la répercussion de ce comportement. C'est-à-dire que, comme tout, et ça j'englobe toute activité sexuelle, tout confondu, d'accord? Personnel, en couple, on pense que c'est que forcément ce genre de pratique, mais ça peut être aussi l'hypersexualité, d'accord, qui peut se manifester aussi dans le couple. Donc le conjoint en souffre, etc. Donc, toujours ces questions, et la répercussion, intensité, répercussion, c'est-à-dire que si l'activité m'empêche de créer du lien, ou je passe mon temps à faire ça, si j'ai des problèmes de santé, des problèmes relationnels, des problèmes à mon travail, ok, et je parle de l'hypersexualité dans son ensemble, qui se manifeste quelle que soit la forme, ok, si ces pratiques-là prennent la place déjà de l'essentiel et mettent en danger l'individu dans son système de croyance aussi, c'est une pratique qui, en effet, peut être définie comme une addiction. Donc, ça fait partie des critères. Quelle est la répercussion sur ma vie de tous les jours? Quel est le retentissement? Est-ce que j'en souffre? S'il y a une souffrance physique, psychique, il faut arrêter. Et s'il y a un retentissement en plus sur la vie de couple, sur les croyances, ses propres croyances, il faut arrêter. D'accord? Donc, ça, c'est Et dans la question, il est dit que la personne ne sait pas s'arrêter. Alors, comme d'habitude, ne pas s'arrêter, c'est quoi? Si c'est une fois par mois, il n'arrive pas à s'arrêter, c'est autre chose de se dire que tous les jours, il n'arrive pas à s'arrêter, il est obligé de le faire. D'accord? Donc, c'est pour ça que Après, c'est du cas par cas. Hein. Je ne suis pas là pour traiter. Là, Oui. traiter les cas personnels. Mais, et je ne suis pas là pour dire est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, c'est juste dire que mes critères, si j'ai un individu qui est devant moi qui me le dit, c'est quelle est la fréquence, quel est le retentissement qu'il y a sur la vie de la personne et sa vie personnelle et sa santé. D'accord? C'est ça la question. Alors, est-ce un gros manque d'attention qui joue également un rôle Alors, je vais en même temps que toi, là. La déficience de la mémoire ou le manque de mémoire est aussi un des signes. Est-ce que vous pouvez préciser? Est-ce que j'ai du mal? Ah oui, par rapport au rôle des centres neurologiques de contrôle et de plaisir. Ah oui. Alors, on va répondre question par question. Alors, je réponds déjà. Alors, attendez. C'est Lucie, là, on est sur... Pardon, je donne les noms, mais bon. Est-ce qu'un gros manque de l'attention qui joue également un rôle... La déficience de la mémoire ou le manque de mémoire aussi, les signes. Alors, j'ai du mal à comprendre la question. Je vais vous demander de reformuler. On va passer à la suivante, si tu es d'accord, Christine, parce que je on passe à la suivante. Par rapport au rôle des centres neurologiques de contrôle et de plaisir dans les addictions, est-ce qu'il y a un lien avec l'éducation des enfants? Oui et non. C'est-à-dire que s'il existe une vulnérabilité déjà chez l'individu qui a un problème d'inhibition, donc qui a du mal à contrôler son comportement, c'est une vulnérabilité neurobiologique. C'est-à-dire que son cerveau a été constitué comme ça, il a une vulnérabilité. Maintenant, il y a une différence à avoir avec le centre du contrôle donc, neurobiologique et le centre du contrôle dans sa vie, son comportement. OK, vous voyez la différence? C'est que le centre du contrôle du système du plaisir, c'est bien une zone précise dans le cerveau, mais le fait de pouvoir apprendre à contrôler dans ma vie, j'ai une façon de fonctionner qui fait que je suis dans le contrôle, c'est des choses différentes. Et là, ça sollicite plusieurs zones du cerveau. Et en effet, l'éducation d'un enfant, l'éducation d'un individu, sa façon, sa personnalité, sa façon d'organiser sa vie, va venir le prémunir ou non d'un certain nombre de déviances. Ça ne veut pas dire qu'il sera prémuni contre toutes les déviances, mais va le prémunir et le protéger d'un certain nombre de choses. Donc, si dans ma façon, je suis très organisé, comme on dit, je suis rigide sur un certain nombre de choses, en effet, forcément, la rigidité va me prémunir à la fois dans le bon sens de certains nombres de comportements, mais des fois, quand on est très rigide, on ne peut pas découvrir des nouvelles choses qui peuvent être très bien aussi. OK? Donc, oui, l'éducation d'un enfant, la personnalité, pas uniquement sa capacité à contrôler, mais sa personnalité, OK? La façon dont vous l'avez éduqué, de se comporter par rapport au monde, moi, je sais, par exemple, dès qu'on me propose quelque chose de nouveau, je suis tout de suite réticent. C'est mon fonctionnement. Ma femme fait tout le temps la remarque. Elle me dit, ben voilà, Bernard, on t'a proposé un truc, tu dis, tu es toujours dans la nuance, dans la méfiance. C'est comme ça. J'ai été élevé, c'est se méfier. Ce n'est pas bien dans certaines choses parce que je rate peut-être des choses,
mais dans d'autres, ça me protège. OK? Très bien. Alors, il y a une personne qui a mis, et dans le cas de la pornographie, je pense que c'est quand on parlait de l'addiction, Oui. potentielle Même chose. addiction à la masturbation. Masturbation. Même chose. Addiction sexuelle, la pornographie. Alors, je parle de point de vue médical, je ne suis pas dans le jugement religieux. La pornographie, chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, c'est l'utilisation de l'outil. C'est-à-dire que l'outil, bien évidemment, de la pornographie, après, on peut partir sur des explications technique, morale, se dire qu'en effet, l'exposition à un certain nombre de choses répétées font que ça désensibilise le cerveau, il y a une répercussion sur le couple, une répercussion sur la vie de tous les jours, ça change les perceptions qu'on a, en effet. Mais sur le plan diagnostic, médical, addiction, la pornographie rentre dans ce qu'on appelle les pratiques sexuelles, masturbation, relations sexuelles avec son conjoint, tout ça rentre dans la même case. Maintenant, c'est quelle est l'intensité, la répercussion, le retentissement de cette pratique sexuelle. Okay, qu'elle soit en ligne, qu'elle soit en présentiel, tout ça, ça rentre dans un type de pratique, mais c'est l'intensité et la répercussion de la pratique qui en définit est-ce qu'on est dans le cadre d'une addiction ou d'une forme qu'on appelle l'hypersexualité. Voilà. D'accord, merci. Alors, une dernière question qui était au milieu des autres, mais je l'ai mise à la fin parce qu'elle n'était pas vraiment sur la thématique, mais la personne voudrait savoir, est-ce qu'il y a possibilité de prendre contact avec toi pour une consultation? Pour les téléconsultations, c'est possible en téléconsultation, parce que du coup, on n'est pas sur la même région. Alors là, il n'y a pas que des gens de Montpellier, hein. Tu as des gens de partout. Ah! Oh là là, fantastique. D'accord, bon. Il y a possibilité de m'envoyer sur mon adresse personnelle, professionnelle. Professionnel. Professionnelle, des formations. OK, Oui. que je peux transmettre dans le chat. Qu'est-ce que tu penses, Christine? Je te Oui, tu l'envoie. peux mettre dans le chat si ça ne te dérange pas que tout le monde l'ait. Ouais. OK, bien évidemment. Comme ça, voilà, s'il y a besoin, on peut éventuellement, je peux aussi discuter ou orienter. Hein. Si je réalise que la demande, ce serait mieux que ce soit en présentiel, je peux parfaitement vous orienter aussi vers d'autres structures. Voilà. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu vas abandonner, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever si le monde te faisait